Quel nouveau beau week-end de hockey sur glace nous avons vécu. Les quarantaines n'arrêtent toujours pas le Lausanne Hockey Club. Vienne a enfin trouvé la potion magique pour battre sa bête noire Fribourg-Gotteron. Genève a rétabli la vérité contre Davos. Il y a eu des mauvaises charges. On va aussi parler du CP Berne. Bref, vous êtes au bon endroit pour passer avec nous, en tout cas une bonne heure de discussion. Bienvenue dans Overtime. C'est parti pour le 7e épisode. Laissez-moi surtout vous présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. Juste en dessous de moi, c'est notre juriste du beau jeu. Salut Jean-Philippe Presselwenger. Salut à tous, salut David. À côté de lui, les rumeurs disent qu'il apprend plus rapidement l'italien que le suisse allemand, de par ses nombreux déplacements à la Valachia. Salut Jonathan Fillon. Salut David. Enfin, notre superviseur, toujours pas nommé juge unique, mais son avis est forcément attendu aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelques mauvaises charges. Salut Stéphane Rochette. Salut tout le monde. Et David Pietronigro pour essayer de mener à bien cet épisode d'Overtime. Soyez les bienvenus, on vous sent chaud brûlant déjà dans le chat pour poser vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez en poser une valise. On essayera d'en répondre à un maximum. Allez, on va commencer par ce qui fait beaucoup parler depuis hier, c'est ces mauvaises charges qui n'ont pas échappé au radar forcément. Celle tout d'abord de Fabrice Herzog contre Eric Blum. Stéphane, hier dans le match entre Berne et Davos, 29e minute de jeu, le futur juge unique que tu es est appelé à la barre pour expliquer ce qui s'est passé et plaider peut-être la sentence qu'il peut écoper. Ben, écoute, c'est une mauvaise charge qui mérite sanction, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas un assassinat, par contre, parce que Blum a le puck. Herzog ne décolle pas les patins, il ralentit pas, mais il se laisse glisser depuis un petit moment. Pour moi, c'est un full body contact, mais il touche la tête, il doit être sanctionné, même si c'est pas que la tête qui est touchée. Ce qui me dérange, et je le dis, ce qui me dérange, c'est que c'est pas la pire qu'on a vue. Mais celle-là, c'est tout de suite 2 matchs de suspension, puis on ouvre une enquête. Alors que, messieurs, souvenez-vous de la charge de Cardano sur Peterson, qui était, à mon avis, pire que celle-là. Parce que Peterson n'avait pas le puck, puis le contact est contre la tête. La charge de Noro contre Diem, qui n'a pas rejoué d'ailleurs cette saison. Noro contre Diem, c'est un full body contact, mais il l'a aussi touché contre la tête. Il l'a mis KO, il n'a pas rejoué cette année. Aucune sanction. Que Herzog soit sanctionné, j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est une charge dangereuse. Par contre, dans la ligne des deux autres, il n'y a aucune logique. Voilà, j'ai tout dit. Mais c'est ça le problème, puis on va le voir avec les autres charges du jour de dimanche. Le problème, c'est qu'on a sanctionné Ria pour 7 matchs. On a été très sévère, mais par la suite, ça n'a pas suivi. Moi, c'est ça qui me dérange, parce qu'au final, la charge de Herzog, si tu regardes Blum, il jongle un peu avec la rondelle, il a lui-même la tête par derrière. Il se met un peu dans une position vulnérable lui-même. Il faut arrêter avec ça. Il peut s'enlever, Herzog, il peut s'enlever. Il ne sert à rien, ce check. Le puck est parti. La passe est partie. Il est parti, le puck. Au moment où il commence son le check, mais en même temps, c'est que le timing, il se débarrasse de la rondelle au moment où Herzog est déjà dans sa poussée pour le frapper. Après, je suis d'accord avec toi qu'il doit être puni. Il doit être puni parce que oui, c'est à la tête, mais... C'est une question de timing. Il sait qu'il va le blesser. Et puis en plus, ce qui m'énerve, c'est que Herzog, c'est un gars qui est abonné à ce genre de charge dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait il a déjà été puni en tout dans sa carrière en National League 4 fois pour des charges à la tête dans le style et pour un total de 9 matchs. Alors j'espère que cette fois, j'adore ce joueur. On va dire que quand il joue vraiment pour jouer et puis pas pour blesser, c'est vraiment un très bon joueur. Mais sur ce coup-là, moi, j'ai pas d'affinité particulière avec Blum, mais ça m'a énervé de le voir. Oui, c'est spectaculaire, tout comme Stéphane est énervé avec le full body contact de Noro contre Diem. Exactement la même chose. Moi, je ne mets pas vraiment de différence là-dedans, et c'est pour ça qu'à mon avis, il va devoir prendre plus que les autres. Enfin, plus que les autres. Je pense que ça va s'approcher de Ria. Honnêtement, ça devrait s'approcher de Ria. Blum n'a aucune chance. Et puis, le fait de se mettre dans une position vulnérable, je veux dire, pour un jeune, on peut comprendre. Blum, ben voilà, il ne s'attend pas du tout à ça. Et ça, on ne peut pas lui dire que c'est un manque d'expérience. Moi, je suis pleinement d'accord avec toi, Jean-Philippe, parce que finalement, Herzog arrive lancé comme un camion et Blum n'a aucune chance de se défendre ou de l'éviter. En fait, peut-être même qu'il ne le voit pas, en fait. Donc, la charge, elle est inévitable. Après, si elle est correcte et qu'elle est sur l'épaule, eh bien, peut-être qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Mais là, finalement, Blum est touché à la tête, il est sonné, il ne rejoue pas, on va dire on ne paye pas les conséquences derrière, on est d'accord, mais Herzog ne doit pas faire cette charge à ce moment du match aussi. Il a largement de quoi éviter le joueur même. Mais il y a une chose, je suis d'accord avec vous qu'il mérite une sanction, ça, il n'y a pas de doute.
La charge, moi, j'ai l'impression que Bloom se met lui-même dans une position vulnérable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on en a vu des charges que le défenseur fait que contourner la cage et c'est là qu'il se fait frapper par un autre joueur qui rentre. Et c'est impossible de le voir parce qu'il y a le gardien, il y a souvent un autre joueur et il le prend dans l'angle mort. Là, Bloom, il a la rondelle et on sait très bien que son jeu va être dirigé vers la bande. Donc, Herzog, lui, il vient faire sa mise en échec. Est-ce qu'elle est trop violente? Oui. Est-ce qu'elle est inutile? Oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf que c'est Bloom qui tourne la tête. Et à ce moment-là, lui-même se met dans une position vulnérable. Et Bloom est un petit joueur. Il doit faire attention à ce genre de truc. Il doit garder la tête haute. Et c'est là-dessus qu'il y a... Oui, la responsabilité est à Herzog parce que c'est lui qui va faire la mise en échec. Sauf que Bloom, s'il jongle pas avec la rondelle, il voit arriver le train qui s'appelle Herzog. Et il y a moyen de recevoir cette mise en échec d'une autre façon et de se protéger un peu mieux. Par contre, suspension, il doit y avoir. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur la sanction. C'est une charge incorrecte. Est-ce qu'elle est contre la tête en premier? Non. Mais moi, je la mets en relation. Ce qui me dérange, c'est que là, parce qu'elle a l'air violente, elle marque les esprits puis elle fait mal, dans le sens où elle choque. Celle de Cadonneau, pour moi, sur Peterson, elle est pire parce qu'il s'est débarrassé du puck clairement beaucoup plus bien avant que Bloom. Et puis, elle est clairement contre la tête. Puis elle est inutile. Elle est complètement inutile, encore plus dangereuse. Et celle de Noro, elle est au moins aussi dangereuse que ça. Il n'y a pas eu de sanction. Alors, les excuses qui étaient valables pour les deux autres avec le full body contact, puis on ne voit pas de contact contre la tête, ils doivent aussi valoir pour Herzog, même si je pense qu'il doit être sanctionné. Et c'est ça qui me dérange sur le fond, c'est qu'une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Mais... Parce que s'il n'y a pas, il ne touche pas la tête. Tu viens de le dire, sur les deux autres charges, la tête n'est pas touchée, elle part en arrière. Oui, elle part en arrière. Comme celle-là. Non, celle-là pas. Celle-là, il lui casse le nez quand même. Il ne lui casse pas le nez en tombant. Il lui casse le nez, il lui casse comment on dit, le joint acromioclaviculaire de l'épaule. Bon, ça, c'est un classique. Et puis il y a en plus une... Ouais, mais... Ça veut dire qu'il l'a touché contre l'épaule, hein, on est d'accord. Pour lui casser le nez, il lui a touché l'épaule. Alors, ce que je dis juste, c'est qu'elle n'est pas... Pour moi, elle est sanctionnée. Elle doit être sanctionnée, mais elle n'est pas pire que les deux autres. Peterson est commotionné, puis dit, elle m'a pas joué de l'année, si jamais. Ils sont commotionnés les deux, ça c'est certain. Mais tu n'es pas obligé de frapper la tête pour être commotionné. Si la tête fait juste comme ça suffit. Tandis que là, quand tu as le nez pété, forcément, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas touché le visage ou la tête. Non, j'ai dit que full body contact. Il a aussi touché la tête, je le sais, mais il a aussi touché le corps en même temps parce qu'il n'y a pas d'extension du corps. Il ne décolle pas les patins puis il arrête de patiner avant. Moi, c'est mon analyse. Je ne veux pas partir dans le sensationnalisme. Mais la tête est touchée due à la différence de grandeur des deux joueurs au final parce que c'est vrai que les patins ne décollent pas. Ouais, mais ça fait alors, ça veut dire que les grands, ils ont le droit de frapper la tête des petits. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire, mais oui, la tête est touchée due à ça. Après, il y a façon d'avoir une mise en échec puis de se protéger aussi. Bloom étant petit, il sait très bien que le train qui s'en vient, il est grand, là. Il faut qu'il se protège aussi, puis c'est une question de malchance. Après, pour moi, Herzog, c'est 4 matchs en tout. Pour moi, on en vient à ça. Moi, j'ai envie de discuter. Je crois qu'on est assez d'accord sur la charge. On n'est peut-être pas d'accord des fois sur l'endroit de l'impact et tout ça. Mais alors, quelle sanction pour un joueur qui a déjà été 4 fois sanctionné pour des charges à la tête? Jean-Philippe, tu commences. Non. Parce que la récidive est prise en compte. Oui, et pour toi, ça doit valoir combien de... Il prend déjà 2. Il prend déjà 2 de base. Alors que d'habitude, on dit que c'est 1. Donc, il a déjà 2. S'il n'a pas 5, en mettant en relation... Mais bon... Comme dit Stéphane, les full body contact de Noro et de Cadonneau, c'est rien. Ensuite, donc là, ça ne pourra pas être rien parce que voilà. Déjà ça. Et puis, il y a déjà 2, je ne sais pas, on va dire entre 5 et 6, 5, 6, quelque chose comme ça. Moi, je suis assez d'accord. Hein, ça doit être un degré assez haut. Donc, au moins, minimum 5 matchs de suspension parce qu'on doit aussi en faire un exemple. La santé des joueurs doit aussi être mise en avant. Et là, Herzog, il a finalement plus d'excuses. Il en a fait une le 20 décembre dernier, je crois, contre Vukovic, en levant l'épaule au visage du joueur de Rapperswil. Elle avait aussi été sanctionnée de 2 matchs. Il était quand même, faut pas dire meilleure que ce qu'il a fait hier contre Bloom, mais moins impressionnante et certainement moins dangereuse parce que Bloom, là-dedans aussi, peut-être qu'il a pas de saison. Hein. Mais tu vois justement cette charge-là que tu parles contre Rapperswil, l'action est arrêtée. Il y avait eu un hors-jeu sur la séquence et il frappe après le jeu. C'est encore plus salaud qu'en plein milieu du jeu comme ça. Par contre, je suis d'accord avec toi que ça doit être une sanction modèle
Comme je l'avais dit, pour Ria, ça doit être une sanction modèle. Est-ce que ça s'est poursuivi par la suite? Pas du tout. Il y en a eu d'autres décharges par derrière, puis on va en voir d'autres qui se sont passées hier. Puis on ne se base pas vraiment sur ce que Ria a reçu comme sanction. Moi, je pense qu'on va finir avec 3-4, les gars. Moi, je vois plus 5, c'est trop pour moi. Parce que c'est quand même dans le jeu. C'est pas un si mauvais jeu de hockey. Le résultat est catastrophique. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'élan d'extension du corps, il n'y a pas de coude. Le joueur, pour moi, est encore en possession de la rondelle parce qu'il vient tout à une demi-seconde près. Moi, je pense que c'est pas la plus méchante qu'on a vue cette année, mais je peux vivre avec 3 ou 4. Mais il y a une chose. Pour Ria, j'ai l'impression qu'on a beaucoup sanctionné le résultat de sa mise en échec. Est-ce que là, le résultat n'est pas beau non plus. Hein? Le résultat n'est pas beau. Est-ce qu'on va sanctionner plus fort dû au résultat? Dû à ce que Bloom a subi, peut-être? Et c'est peut-être là qu'on va avoir un 5 matchs. Mais moi, je serais d'avis qu'il y a un 4. Déjà, il sort pour 2. Tu rajoutes 2. Un 4. Puis après, tu poursuis dans cette même lignée. Messieurs, vos pronostics sont enregistrés. On va encore parler d'une deuxième mise en échec qui s'est aussi déroulée ce week-end. Lukas Lotak, Jean-Philippe, qui a aplati contre la bande luganais Thomas Wellinger. On peut aussi en discuter? Oui, bien sûr qu'on peut en discuter. C'est des images qu'on a souvent vues déjà cette saison. Mais là, vous voyez Lotak qui arrive avec vraiment beaucoup de vitesse. Il le voit, hein. Wellinger le voit. Et puis, malgré tout, il n'arrive pas à se préparer comme il faut. Là, le Tchèque, au début, honnêtement, quand j'ai vu la première chose, je me suis dit, tiens, c'est 2+10 boarding. Et puis, finalement, les arbitres ont décidé de donner 5+ match. Il y a peut-être quelque chose qui a joué là-dedans, c'est le fait que quelques minutes avant, ils n'avaient pas vu une vilaine charge de Ness sur Herburger. Et ça avait échappé aux 4 officiels qui étaient sur la glace. Par contre, Herburger a dû sortir. Et puis, aujourd'hui, on apprend que Ness est sous enquête pour cette charge et sera suspendu à un match. Donc, il y a peut-être le fait de dire « Ouh, merde, on a raté celle-là. Est-ce qu'on va être un peu plus sévère pour essayer de garder le match en main ?» parce que ça dégénère un petit peu. À noter que là, dans cette charge-là, les conséquences, Thomas Wellinger a rejoué. Hein. Il a été sonné sur la charge, mais il a rejoué et il rejouera aujourd'hui à Zoug. Jonathan? Ça revient un peu à ce que je disais. Ria, est-ce qu'elle était plus sévère? Est-ce qu'elle était le joueur était plus loin de la bande? Donc, c'est sûr que le résultat est différent. Après, ça reste une mise en échec par derrière. Les numéros là, de Wellinger, Lotak les voit du début à la fin. Et il y a quand même une mise en échec par derrière, je veux dire. Et le jeu... Oui, c'est un échec avant, mais le jeu, on sait très bien là, qu'il va se diriger vers l'autre défenseur. On sait très bien qu'il va faire rouler le puck. Est-ce qu'en voyant les numéros, l'attaque peut tout simplement tout de suite se diriger vers l'arrière du filet? Ça évite ce genre de mise en échec. Donc, je suis d'accord avec le fait d'avoir une suspension. Après, ça va être un match ou 2. Est-ce qu'il va y avoir plus que ça? Je ne penserais pas. Steph, sur la vidéo, on entend aussi quelqu'un crier « Regarde derrière toi, regarde derrière toi ». On ne sait pas si c'est l'arbitre qui prévient, si ça vient du banc et tout ça. Donc, on avait quand même déjà les prédispositions pour se dire que Lotak allait terminer sa charge. Après, elle ne s'est pas terminée peut-être comme espéré. Moi, Wellinger, il regarde. Hein. Il fait le geste comme ça. Il sait, bon, mais Ligue a peut-être mal joué. Après ça, il y a le degré de responsabilité. Rappelez-vous, dans le cas Hazen, on a dit change de direction au dernier moment. DeVos, Winiger sur DeVos. Alors, moi, je ne l'aime pas, celle-là. Moi, je la trouve presque aussi dangereuse que Herzog. Presque. Je ne vais pas rembarquer là. Mais elle est stupide, dangereuse, inutile. De l'attaque, qui ne ralentit pas. Tout le long, il le sait que son coéquipier est vulnérable. Je veux dire, vous souvenez-vous de Boson sur Arcobello, un petit croche-check à 4 mètres de la bande, il glisse dans la bande, 4 matchs. Souvenez-vous de Schmutz sur Riva, petit croche-check, Riva il titube, il tombe, hop, à peine l'épaule dans la bande. 2 matchs. Excusez-moi les gars, c'est aussi pire que ça. C'est aussi pire que ça. Tous les exemples que tu nous donnes, Steph, c'est quand même des petits joueurs. Hein. Finalement, on ne doit pas les excuser d'être petits et puis de voler peut-être plus facilement contre la bande. Les joueurs qui viennent contre doivent aussi adapter leur jeu contre ce genre de situation. Là, Wellinger, lui, c'est plus lourd, plus costaud, mais il se fait quand même aplatir et sonner sur l'action. Moi, je pense que ça mérite 2-3 matchs minimum pour moi. Voilà, mais 2 matchs, moi, je peux vivre avec, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est pas joli. L'attaque n'a aucune excuse. Aucune excuse. Il peut le contenir. Il peut faire 9 autres jeux sur 10, puis il a choisi le plus dangereux. Le problème dans ce genre de charge-là, c'est la vitesse. C'est l'élan pris par les 2 joueurs. Les 2 joueurs sont en course, donc tu sais que si tu frappes le joueur, ça va frapper fort.
Et surtout, s'il est par derrière comme ça, ben, il y a un risque de blessure et c'est dangereux. Et tu dois être conscient, quand tu frappes un joueur de ton environnement, tu dois être conscient de la façon dont tu vas le frapper, puis tu dois être conscient s'il est dos à toi ou non. Puis clairement, l'attaque le sait. Après, est-ce que Wellinger a une façon de se protéger? Oui. Mais en même temps, il est en course, puis il doit faire son jeu, puis il ne peut pas le faire de côté. Il doit absolument être face à la rondelle pour envoyer avec son revers. Puis l'attaque le sait très bien. Puis le frapper, on parlait de charge inutile avec Herzog. Bien, celle-là, elle est inutile aussi parce qu'au final, l'attaque est conscient là, que Wellinger va se débarrasser de cette rondelle. Et jamais, dans une course comme ça, quand tu es face à la bande, tu vas garder possession de la rondelle. Jamais. Tu vas la faire glisser sur la bande, à droite ou à gauche. Ben, à quoi j'ai discuté avec le commentateur alémanique, Thomas Rottmeier, qui était à Lugano, et il m'expliquait que c'était un moment du match où tout le monde était très énervé, ça frappait, ça essayait de frapper à gauche, à droite, un peu chacun son tour. Il y a eu cette histoire avec Ness et Herburger, et puis dans cette optique-là, dans cette espèce de mauvais esprit que l'OTAC a frappé. Je pense que ça doit faire partie du tout. Steph nous a aussi montré plusieurs fois en plateau, et notamment avec Grégory Hoffman, une fois qu'il y a quand même la possibilité d'accompagner le joueur contre la bande sans lui faire mal aussi. Et Hoffman, il va assez vite pour le faire. Là, l'OTAC, il n'arrive pas à le rattraper. Mais c'est une évidence qu'il y avait le choix. Encore une fois, comme dit Joe, c'est clair qu'il va faire une petite passe à gauche ou à droite pour se débarrasser de la rondelle. Puis souvent, l'histoire de compléter les mises en échec, c'est un peu passé date. Sur une situation comme ça, quand on sait que le joueur va faire une passe à gauche, à droite, on demande au joueur de ne pas compléter son check pour garder le flow, pour aller mettre la pression sur l'autre porteur de la rondelle. Donc, à tous les points de vue, ce n'est pas un bon jeu de l'OTAC. Sanction méritée, 2-3 matchs minimum pour moi. Allez, messieurs, ça commence déjà à chauffer dans le chat. Il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec certains de nos points de vue et on aime ça aussi. Ouais. On aime partager ce genre d'attitude et vous lire. On a aussi Simon Mizitrano qui nous dit que finalement, il faut enlever les charges comme dans le hockey féminin. Là, on n'est pas forcément d'accord. Mais nous, sur quoi on est d'accord, c'est qu'on va passer à l'actualité des 4 clubs romans et on commence par parler des Dragons. Avec 2 défaites sur le dernier week-end pour les hommes de Christian Dubé, défaite en prolongation à Lugano et 3-2 hier contre le HC Bienne. Retour sur ce week-end avec toi, Jean-Philippe, qui a suivi d'un œil attentif les performances des Dragons. Ouais, écoutez, sur ce qui s'est passé à Lugano, je pense qu'il n'y a pas de quoi être déçu. Déçu, on peut, parce que ça se termine à la dernière seconde de la prolongation, à quelques dixièmes de seconde même de la sirène. Alors évidemment, après on peut se dire, tir de pénalty, tout peut arriver, on peut peut-être aller chercher un deuxième point. Ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas que ça va révolutionner quoi que ce soit. Par contre, la défaite contre Bienne, on a quand même vu des Dragons un peu fatigués. Et c'était aussi l'impression du coach et directeur sportif Christian Dubé au terme de la partie. Il a un effectif réduit, on le savait surtout au niveau des Suisses. Et quand il y a des blessés, bien c'est compliqué. Stallberg n'est pas là, Rossi n'est pas là. Il manque également Nathan Marchand depuis hier. Il n'y aura aucun retour pour les trois matchs de cette semaine à Rapperswil, à domicile contre Ambry et puis à Bienne samedi. Ça va être un dur moment à passer. Et puis, on a un peu peur quand même pour les Dragons, étant donné que c'est toujours les mêmes qui tirent la corde, qui prennent la charge de travail et puis qui arrivent à scorer. Vous regardez, c'est Di Domenico, c'est Desharnais qui fait des 25-26 minutes par match. Donc, c'est peut-être le souci que je vois pour la semaine à venir pour les Dragons, c'est-à-dire que comme personne ne revient, la fatigue va s'accumuler, il faudra bien gérer les batteries, si on veut bien. Ouais, c'est le souci, mine de rien, de la profondeur de l'effectif fribourgeois. Puis on a donc parlé de la profondeur de l'effectif genevois et lausannois en début de saison, comme quoi c'est important, les échanges de Lausanne pour aller chercher de la profondeur. Bien, Fribourg, c'est ce qui manque au final, je pense. Puis dans une saison qui est compliquée, qui est difficile, bien, parfois tu te fais rattraper par les petites blessures et tout, puis ça fait qu'à un moment donné, bien, on voit ce qu'on voit avec Fribourg. T'as plus d'essence dans le réservoir. Mais c'est sûr que les retours dans l'effectif vont faire du bien. Mine de rien, c'est 2 défaites, mais il ne faut pas s'enflammer avec ça. Fribourg, c'est encore une bonne équipe qui va participer aux playoffs. Ça, il n'y a aucun doute.
Fribourg, Ouais. c'est en 2021, 17 matchs, 8 victoires, 9 défaites. Donc, on tient un rythme d'une victoire, une défaite qui doit les mener normalement toujours dans ce top 6, selon toi? Comme j'ai déjà dit, si Fribourg n'a pas de série de défaites, évite les séries de défaites. Ça va être ça va être un top 6, je pense. Et c'est mérité. Ils font quand même une belle saison. Je reviens quand même sur l'utilisation des joueurs. On parle qu'il n'y a pas de profondeur à Fribourg. Il y a un truc qui m'interpelle. Oui, on n'a pas de profondeur au niveau du nombre de joueurs, d'accord. Mais là, est-ce qu'on est obligé de faire jouer Desharnais 22, 23, 24, 25 minutes par match? Est-ce que Desharnais est obligé de jouer à 4 contre 5 chaque fois? Est-ce que tu es obligé de mettre ton étranger avec les risques de blessure que ça comporte, de surcharger tes meilleurs joueurs offensifs dans des tâches défensives? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner un peu plus de glace à des joueurs de rôle ou à des jeunes? À 4 contre 5, là, c'est un peu le sens du jeu et tout, tu peux t'en sortir. Il y a des gars qui peuvent jouer beaucoup plus de temps à 4 contre 5. Alors moi, je m'interpelle là-dessus. Puis si on n'a pas beaucoup de profondeur et si on a une bonne saison dans le pipeline, puis on est relativement bien placé, puis pas trop en danger, c'est pas le scénario parfait pour utiliser un peu plus les jeunes, ça, les gars? Ben, c'est exactement ce que Dubé va faire. Hier, il y avait une ligne avec 4 minutes hier. Il y avait Bougreau, Marchand, Jobin. Et puis là, avec la blessure de Marchand, ce sera encore un jeune. Il n'y aura pas de licence B utilisée à Fribourg. Hier, ils ont joué 4 minutes, les jeunes. Bougreau et Jobin, hier, ils auraient pu. Puis en plus, il y avait l'occasion de les faire jouer un peu plus parce que si tu les mets, comme il a fait un peu au deuxième tiers, à tour de rôle avec un centre des 3 premiers blocs, ça atténue un peu, ça a renforcé un peu la ligne. Mais les gars, ils ont joué 4 minutes. Bougreau a joué 4 minutes, Jobin a joué 4 minutes. Oui, on tirait de l'arrière, mais l'important, c'est toujours de gagner le prochain match. Puis à un moment donné, si tu ne donnes pas de temps de glace à ces jeunes, et Bichère est toujours 8e d'ailleurs. Alors, on se pose la question un petit peu pourquoi. Et puis voilà. Puis voilà, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur Bichère parce qu'en live, j'avais dit un peu quelque chose sur les contrats, des soucis contractuels. Alors, je veux mentionner, spécifier, je l'ai mis sur Twitter, qu'il n'y a pas de problème contractuel venant de lui et de son agent à aucun moment. Et qu'il n'y a aucun problème de comportement non plus. Si David Desbichères n'est pas aligné, c'est un choix uniquement sportif. C'est que Christian Dubé juge qu'il ne fait pas partie de son top 7 actuellement et qu'il n'a pas de place pour lui. On sait qu'il ne veut pas tourner à 8 défenseurs, ce qu'on peut comprendre. Donc, pour faire taire à certaines rumeurs, là, c'est une question sportive uniquement. Voilà, donc un jeune de moins qui n'a pas beaucoup de glace. Mais moi, je me dis toujours que c'est toujours facile de faire des théories sur les jeunes, mais à un moment donné, il y a des occasions, des opportunités où tu dis, ben là, ça serait peut-être le temps d'en donner un petit peu aux jeunes. J'ai l'impression que Christian Dubé est un énorme compétiteur. Il veut d'abord assurer cette place dans le top 6 pour après peut-être insérer un petit peu plus longtemps les jeunes. Mais moi, il y a peut-être quelque chose d'autre qui me dérange. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais vendredi, on a enfin redonné un peu de temps de glace au deuxième gardien, Connor Hughes. On fait le déplacement à Lugano et Reto Berra est la doublure. Est-ce qu'on doit vraiment l'emmener avec soi au Tessin ou est-ce qu'on ne doit pas lui faire peut-être se changer les idées, lui laisser la soirée de libre? D'ailleurs, comme Jonas Hiller le faisait la saison dernière. Il y a Vas-y, Jean-Philippe. Je dis, il y a 2-3 années de différence entre Jonas Hiller et puis Reto Berra. Il peut dormir tranquille dans le bus. Enfin, voilà, il ne s'occupe même pas de la porte. Hein, ce n'est pas lui qui gère ça. Mais ouais. On ne va pas faire un procès à Fribourg pour avoir pris Berra avec, hein, ça, sûrement pas. Ben, ça vient un peu, pour moi, dans la même veine que ce que tu viens de dire, David, parce que Dubé, c'est un compétiteur, il veut gagner, donc il veut se donner les meilleures chances possibles. Si tu mets Connor Hughes, ben, si ça se passe mal, puis qu'il concède 2 buts rapides en début de match, mais 2 ballons de plage là, qui devraient arrêter, puis que ça met un peu la confiance de l'équipe à mal, ben, t'as un Reto Berra. Moi, je préfère avoir Reto Berra assis, parce qu'au final, là, oui, c'est une journée de match normale, oui, c'est un déplacement et tout, là, mais on s'entend que quand t'es... c'est un match où tu es assis puis où est-ce que tu fais rien. Donc, moi, j'ai aucun problème à avoir toujours mon premier gardien doublure quand c'est le deuxième qui est devant la cage. Pour moi, ça, c'est pas un match. De toute façon, Berra, il va s'entraîner quand même. Il se tournera pas les pouces à la maison, là. Il y a des journées de congé pour ça. Puis, Après, on nous rappelle aussi dans le chat que finalement, ce faux pas contre le HCBN après 5 victoires consécutives et cette première défaite, le bilan contre l'ensemble des clubs bernois est toujours bon et que Fribourg a vraiment mis 11 victoires sur 12 et des gros points contre le voisin cantonal finalement. Voisins cantonaux. C'est une belle vie. C'est pas une défaite épouvantable. Fribourg n'a pas si mal joué que ça.
Bien a juste été un petit peu plus malin, je pense, hier, un petit peu plus opportuniste aussi. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il n'y a pas péril dans la demeure. Là, on perd en prolongation à Lugano. Voilà. Et puis on perd contre Vienne hier. C'est un match relativement serré. Là. Il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. On ne va pas appuyer sur le bouton de la panique du tout. On parle juste du manque de profondeur, l'utilisation des jeunes, etc. Bon, on fait des théories parce qu'il faut bien faire des théories, les gars. Parce que sinon, ça Jean-Philippe, hein. on est quand même à une quinzaine de journées de la fin de la saison régulière pour Fribourg-Gotteron. Si on regarde la moyenne points par match, on voit quand même que c'est indécis, qu'il y a quand même plusieurs prétendants. Il pourrait être 7 peut-être à jouer les 6 premières places. Donc Fribourg, top 6 pour toi ou pas à 15 journées de la fin? Oui, top 6, je pense, oui. Alors, on va dire, évidemment, on ne va pas parler mathématiques maintenant, mais même avec une victoire, enfin 1,5 points jusqu'au bout de la saison, je pense que ça ira. Il y a encore des derbies entre Genève, avec Lausanne. Alors Lausanne, je pense que Lausanne passera devant Fribourg, ça c'est certain. Après Genève, à voir. Et puis il reste Lugano, Davos. Je ne crois pas qu'ils arriveront à accrocher ce train-là. Ils seront peut-être 6e, mais à voir. Après, honnêtement, s'ils arrivent à récupérer du monde, à souffler un peu après une grosse série de matchs, on pourrait imaginer un top 4, on ne sait jamais. Hein. Il y a eu cette belle victoire contre Zurich, qu'on n'attendait peut-être pas, en tout cas pas chez tout le monde. C'est peut-être aussi un déclic face à ces équipes un peu plus solides, un peu plus rapides aussi. Et on a pu montrer que, on arrive à gagner aussi contre ces équipes-là. Ce qui arrive là, c'est Rapperswil demain, c'est contre Ambry après, et après c'est 3 fois Lausanne, 3 fois Genève, une fois Zoug. Jonathan, ça va permettre. Il y a encore bien entre deux. Hein, il y a encore bien, oui. Et puis après c'est vraiment les équipes de tête qui arrivent là pour Fribourg-Gotteron. Mais en même temps, c'est des bons tests. Puis moi, je vois Fribourg aussi être dans le top 6. Je suis d'accord avec Jean-Philippe là-dessus. On a beaucoup parlé des succès de Fribourg contre les équipes derrière au classement. Ben, tant mieux parce que ça a mis des points en banque. Puis en ce moment, ils sont 3e. Est-ce qu'ils vont rester 3e? Là? On va être franc, je pense pas. Parce que tu peux pas jouer pour 500 depuis 2021 puis espérer être toujours dans le top 3. Mais par contre, dans le top 6, oui, parce que les équipes qui suivent, c'est pas des équipes non plus qui sont hyper constantes. Là. Vienne, Davos, Lugano, est-ce qu'ils vont vraiment enchaîner les victoires à pu finir d'ici la fin de la saison pour passer Fribourg, qui a quand même une belle avance au classement? Je ne penserais pas. Lausanne et Genève vont probablement être les deux clubs à surveiller pour Fribourg, qui devraient être capables peut-être de passer devant. Lausanne, c'est pratiquement certain pour moi, là, parce qu'ils ont beaucoup de matchs de retard. Là. Ils ont 9 matchs de retard pour 9 points d'écart. Là. Donc, pour ça, je pense que ça va jouer pour Lausanne. Par contre, un des gros avantages de Fribourg, c'est qu'ils ont déjà 37 matchs de jouer. Et même si on est défaites, là, ils vont se positionner dans le top 6. Ça va être des gros matchs. Ils vont laisser beaucoup d'énergie. Sauf qu'ils n'auront pas un calendrier comme Lausanne ou comme Berne qui va être très, très exigeant. Ils ont déjà joué une bonne partie des matchs. Ils ont été épargnés en quelque sorte par le COVID, par les quarantaines. Ils en ont eu, mais tant mieux, ils n'en ont pas eu à répétition. Bien, ça va payer à la fin de la saison parce que tu parlais du repos de Berra. Bien, c'est là qu'il va pouvoir se reposer. Quand les autres équipes vont jouer et qu'ils vont surtaxer leurs joueurs pour faire partie des playoffs ou pour aller chercher une position de plus au classement, bien, Fribourg, ces matchs-là vont déjà les avoir joués. Parce qu'on dit finalement que Fribourg a quasiment assuré une place dans le top 6 maintenant parce que le rythme de Davos et de Vienne est plus ou moins équivalent au leur. Mais est-ce qu'on ne devient toujours pas plus gourmand finalement, hein? C'est la pression que ça peut donner. Christian Dubé veut d'abord assurer une place dans le top 6. Après, il voudra peut-être une place sur le top 4. Il voudra peut-être aller chercher le podium pour être placé le mieux possible. On peut toujours changer les objectifs finalement. Et puis les supporters vont suivre forcément parce que quand on est, on va dire, ambitieux dans ce sens-là, on marche avec, hein, forcément. C'est ce qu'on souhaite à Fribourg. Un club roman, et ils sont nombreux cette saison à faire une super année, mais est-ce qu'on n'aura pas finalement toujours des excuses peut-être pour moins faire jouer les jeunes et puis toujours viser quelque chose de plus haut? Ben, moi, je pense que oui. C'est une parenthèse que je fais, le top 6, ce fameux top 6 qui est difficile à atteindre parce que la lutte est-ce que ça ne défavorise pas les jeunes, effectivement? Alors là, on fait des théories sur les jeunes, etc. Mais là, ça donne une excuse à Dubé de dire, ben là, il faut que je gagne le prochain match parce que je vais être dans le top 6, parce que je veux éviter le petit tour. Donc, ça donne plein d'excuses à tout le monde pour mettre tout ce qui est possible, faire tout ce qui est possible de faire pour gagner le prochain match, mettre la meilleure équipe possible, faire confiance aux vétérans, etc. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre? Oui, ça fait un intérêt du championnat qui est assez sympa, mais ça ne va pas à
l'encontre du développement à long terme parce que Dubé peut toujours vous dire vous êtes bien sympa avec vos jeunes, mais bon, moi, il faut que je gagne. Parce que si je ne gagne pas, je vais être sous pression, puis les gens vont râler de toute façon. Puis de toute façon, les gens finissent toujours par râler. Non, mais c'est vrai. C'est toujours le dilemme. Dire, ouais, lui, il veut gagner, puis il veut sauver son job, puis il veut que ça aille bien, puis il veut en donner à des harnais aux vétérans parce qu'ils veulent de la glace, les gars. Puis quand ils leur donnent pas de glace, ça retourne. Mais coach, je vais y aller, moi. Mais à un moment donné, c'est pas évident de jongler avec tout ça. Et là, il faut quand même noter que c'est valable pour tous les clubs. Hein. Il y a une question parce que les jeunes du côté de Lausanne, j'en vois pas beaucoup. Les jeunes du côté de Genève, on en a vu. Pas beaucoup, c'est on en a vu. Les Smirnovs, par exemple, est loin. Patrick joue pas beaucoup. Patrick qui joue un petit peu. Quand il y a un blessé, il remplace Rod ou il remplace, etc. Mais et puis en Suisse allemande, c'est pareil. Hein. À Zurich, on voit de temps en temps Noah Mayer faire 3-4 minutes en défense à côté de Noro comme 7e défenseur. On voit Rapperswil. Gianmarco Vetter, si vous voulez, il a déjà 22 ans, hein, il n'y en a pas beaucoup. Egenberger, peut-être. Mais, et puis dans les autres clubs, vous faites la suite. Serge Pelletier à Lugano, lui, c'est du court terme. Hein, il n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Il mériterait, hein, peut-être, quand on voit les performances régulières, y compris la victoire contre Fribourg. Et puis là non plus, il a fait jouer les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il avait Leffel blessé, il avait Tim Head blessé, Ougadzi et Villa ont pu jouer. Mais ils n'ont pas le niveau. Honnêtement, ils n'ont pas le niveau pour jouer en National League. Mais David, juste avant la question là, que tu voulais nous poser, tout dépend des objectifs de l'équipe, en fait, messieurs, j'ai l'impression. Quand tu commences la saison puis tu vois ton équipe en play-off dans le top 6, ben c'est sûr que ça vient avec de laisser de côté les jeunes pour gagner tout de suite. Si la fenêtre est là, si Christian Dubé se dit « Moi, ma fenêtre, c'est cette année, l'année prochaine avec Diaz et l'autre année d'après », ben les jeunes vont écoper parce qu'il veut avoir l'effectif le meilleur sur la patinoire. Lausanne, c'est la même chose. Et toutes les équipes, Jean-Philippe, que tu viens de nommer, c'est des équipes qui aspirent à un top 6, qui aspire à se rendre loin en play-off. Rapperswil, on voit beaucoup Marco Lehmann. Pourquoi? Parce que Rapperswil a des trous dans son effectif et de toute façon, Rapperswil, si on fait des pré-playoffs, on est très heureux. Donc, on peut se permettre d'utiliser les jeunes comme ça. Langnaud aussi. À Berne. Mine de rien, à Berne, devant le filet, c'est un jeune. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est dans la cave. Développons-le, puis il fait bien le jeune. Même chose pour Enauer. Juste que Marco Lehmann, c'est un rookie, mais il n'a pas 18 ans. Quoi. Il a déjà 16 ans de Swiss League derrière lui. Il faut placer la jauge. À partir de quel âge vous n'êtes plus un jeune? Voilà. Nous, c'est prendre un petit peu la main. Nous, ça ne nous concerne plus, on est d'accord, mais certains se projettent déjà dans les playoffs, nous demandent la différence peut-être de forme qu'il y aura entre les équipes qui se qualifient trop facilement, ceux qui seront à la lutte, ça on en discutera encore dans un moment, mais une question intéressante, celle de Vladi, si Berra se blesse, qu'est-ce qui se passe là? Jusqu'au 1er mars, il y a toujours la possibilité d'aller chercher quelqu'un à l'étranger. Non, mais c'est sûr et certain que ce serait catastrophique pour Fribourg parce que l'équipe, le leader de l'équipe, c'est Reto Berra. Et c'est le danger quand tu as un gardien qui est ton leader. Mais en même temps, ça serait la même chose pour n'importe quelle équipe qui a un grand joueur comme ça, qui a un joueur vraiment sur qui toute l'équipe est formée. Ben, quand ce joueur-là se blesse, évidemment, c'est malheureux puis c'est catastrophique. Et évidemment, quand c'est ton gardien de but, tu ne peux pas aller en play-off avec Hughes. Je pense que c'est au niveau des gardiens, c'est la pire équipe dans la Ligue au niveau du backup, je dirais. Il y a Berra, et après, c'est presque le néant. Bon, on est dur avec Hughes, mais il ne peut pas tenir le fort à lui tout seul. Alors que la majorité des équipes ont quand même deux gardiens. Davos, Lugano, même Ambry, Lausanne. Langnau, c'est Damien Stettler, le deuxième. Langnau, il y a Langnau peut-être. Mais les autres, honnêtement, le deuxième, il peut faire le job, même à Schliemann du côté de voilà, donc là, c'est apprécié. Mais on a tellement investi d'argent dans Berra, on parle de plus de 800 000 par année, qu'au bout d'un moment, ben voilà, mais il faut que tu vives avec ça, quoi. C'est un choix. Je connaissais un peu votre réponse. Parfait pour l'actualité de Fribourg-Gotteron. On va parler de l'adversaire qu'ils ont affronté hier, le HC Bienne. Et oui, car Bienne n'a joué qu'un match ce week-end. Victoire donc 3-2 hier sur la glace de la BCF Arena. Après 5 défaites en se cassant les dents à chaque fois. Stéphane, on a trouvé la potion magique? Ben, je sais pas. Je n'ai pas décortiqué les 5 premiers matchs, mais semble-t-il que Fribourg trouvait le moyen de gagner chaque fois.
Et hier je pense que comme je l'ai dit, Bienne a été un tantinet meilleur que Fribourg, même si Fribourg n'a pas été mauvais. C'est pas un mauvais match que je calcule. Je ne mettrais pas ça dans les mauvais matchs. Berra a mal paru un peu sur ce but-là, tout comme le premier but contre Zurich là, sur son premier poteau. Mais le reste du temps, il a été bon. Les deux gardiens ont été bons. Van Potterberg, on l'a mentionné durant le match, a été bon aussi. Donc, voilà, Bienne était dû pour en gagner une sans réaliser d'exploit, mais j'ai beaucoup aimé la conscience défensive de Bienne dans ce match-là, notamment à 4 contre 5. Et Fribourg n'a pas mis... Il y a toujours des séquences dans les matchs où Fribourg offensivement a réussi à mettre le tournis dans la tiers adverse et avoir une domination sur 2-3 présences de suite où tout à coup l'autre équipe est débordée, mais on n'a pas vu ça hier. On n'a pas vu ça a manqué. Fribourg a manqué de punch à l'attaque, mais moi, je vois plutôt ça par une bonne efficacité défensive de la part de Bienne, qui était très bien préparé. Il faut dire que Bienne, on la sentait quand même arriver. Perdre toutes les rencontres contre un même adversaire sur une saison, ça arrive quand même que rarement. Il y en a forcément une qui finit par arriver. Et puis Bienne, depuis quelques semaines, joue quand même nettement mieux, a récupéré une ligne zurichoise et notamment un Kunti Brunner qui s'entendent à merveille et qui peut faire la différence quasiment à chaque présence. On marque toujours au moins un but en powerplay, donc ça vous donne quand même un certain avantage. Le powerplay de Bienne, encore hier, fait la différence pour peut-être faire basculer la rencontre à un certain moment, et Bienne peut-être Jean-Philippe, tu étais aussi au match, peut-être un tout petit peu tout fait mieux que Fribourg. Oui, il y avait la conscience défensive, je suis assez d'accord avec l'analyse de Stéphane. On les a vus très, très concentrés. On parlait de ce fameux 1-3-1 qu'ils mettent en place pour freiner. Ils avaient parfaitement lu et travaillé à la vidéo les entrées de zone de Fribourg quand Fribourg est en powerplay. C'est le premier powerplay de la Ligue. Et à chaque fois, au moment où Gunderson avançait avec ce puck, il y avait toujours un Biennois qui était juste derrière pour empêcher le délai. Et puis les Biennois qui étaient parfaitement placés sur les côtés auprès des ailiers qui étaient posés à la ligne bleue. Impossible de faire une passe, il a été embêté tout le long. Et c'est toutes des secondes durant lesquelles Fribourg n'a pas mis en place son powerplay. Et du coup, ça a fonctionné. Après, ça s'est joué, on va dire, évidemment, comme souvent, sur des détails. Ces deux équipes qui étaient très, très proches, mais c'était aussi un match assez bizarre, avec pas mal d'imprécisions, des pucks qui allaient d'une cage à l'autre. Ouais. Mais Bienne, on a beaucoup parlé là, de la séquence de matchs contre des équipes de fond de classement. Bienne a bien fait, a mis beaucoup, beaucoup de points en banque, mais au-delà de ça, moi, j'ai l'impression que Bienne a gagné beaucoup en confiance et a raffiné un peu son jeu. On joue mieux Bienne depuis quelques semaines et ça a donné une victoire contre Zug, une belle remontée, et là, une victoire contre Fribourg. C'est pas toujours parfait, mais on réussit quand même à battre des bonnes équipes et ça, c'est positif pour Bienne. Et on a vraiment profité là, des nombreuses victoires pour relancer certains joueurs, pour prendre confiance. Et ça, c'est important du côté de Bienne, ça manquait. Et un de ceux qui a pris confiance, il est devant le filet, Van Pottelberg, qui depuis plusieurs semaines, là, fait très, très bien devant la cage. Je vais faire une parenthèse parce qu'on blâme Fribourg avec les jeunes, ou on parle des jeunes à Fribourg, mais bien, pas de jeunes dans le line-up hier. Aucun. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut les mettre en relation. On peut parler de Fribourg, mais il faut aussi regarder ailleurs. Hier, il y avait Moser qui a 20 ans, mais qui est presque un vétéran, 3e saison, mais qui a 20 ans. Mais le reste, il n'y avait pas de jeunes dans l'alignement hier du côté de Bienne. On les prête en licence B à gauche, à droite. Il était en uniforme, mais sous le maillot de Davos. Voilà. Oh, ça c'est chiant, ça. Aïe. Avec le numéro de Mario Lemieux. On attend vos questions si vous avez des remarques sur le HC Bienne, mais c'est vrai que Bienne, et je rebondis sur ce que tu as dit, Jonathan, à la confiance qui va avec. Ils sont aussi allés gagner mardi dernier un match totalement inattendu contre Zug, après avoir été largement dominé et tout. C'est ce qui fait peut-être la différence d'arriver contre Fribourg avec une masse de confiance et de détermination peut-être supplémentaire pour se dire, allez, celle-ci, c'est la bonne contre Fribourg, ils y sont enfin arrivés. Ça fait du bien à la tête aussi, quand même. Oui, mais quand on est s'il y a des supporters biennois, je pense qu'eux, ils doivent être sous médicaments, c'est pas possible. Parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ou des médicaments, ou du popcorn, ou je sais pas. Mais une fois, on gagne 5-1 contre Berne. Ok, tranquille, on va gérer, etc. Non, ils reviennent, il faut s'imposer avec un but de Kunti en prolongation. Dans l'autre sens, on perd 4-0 à Zouk, c'est bon, on arrête la télé, on regarde autre chose, ou bien on regarde autre chose, et puis on se retrouve à quoi 6-5. Alors,
C'est le cas pour plusieurs équipes et plusieurs supporters. Alors, parce que les Davosiens ne sont pas en reste, puis les Fribourgeois récemment, dans un passé vraiment récent, vont souvent chez le pharmacien. Alors là c'était sur les 6 derniers matchs avant le match de Fribourg, ils ont été 4 fois au-delà du temps réglementaire. Donc, il faut bien planifier votre temps si vous voulez regarder les matchs de Bienne. Hein. Ouais. Et pas avoir de problème de cœur. On parlait de Kunti, qui marche vraiment du tonnerre de Dieu, top scorer de cette équipe, largement 5-6 points de plus que les autres de son équipe. Prolongation de 4 saisons pour lui, que le HC Bienne lui a faite, qu'il a accepté. Jonathan, ton avis à un joueur qui aura bientôt 32 ans en juillet prochain? J'ai aucun problème avec cette signature pour la simple et bonne raison que Kunti connaît ses meilleures saisons avec Bienne. Dans le hockey moderne, là, on ne parle plus nécessairement de trio, mais de duo. Et on en a parlé, Kunti-Brunner, c'est un beau duo à avoir. C'est 2 joueurs complémentaires. Et pour le long terme, ce serait bien de garder ce duo-là. Après, le 3e joueur est interchangeable. Celui-là, on va trouver quelqu'un toujours à mettre avec ces 2-là. Mais pour moi, Kunti, en ce moment, surtout, il le prouve cette saison. Et quand Rayala se cherche un peu, là, au moins, il y a Kunti qui prend de l'assurance, qui marque des buts, qui marque beaucoup de points, top scorer. C'est une très bonne signature. Ça arrive au bon moment. Il connaît la grosse saison, l'année où il doit signer. C'est bizarre. Espérons juste qu'il va poursuivre par après. Ça arrive souvent. Ça ne trouvait pas que ça arrive souvent, les gars, que les gars ils connaissent la saison de leur vie. Bikoff connaît une super saison, les gars. Moi, il n'a pas encore signé. Sanitz à Lugano. Souvenez-vous, la meilleure saison de 40 points en fin de contrat. Aïe. Moi, je dis que Lazare fait bien les choses parfois. On dit toujours que le HC Bienne relance aussi les joueurs avec une carrière des fois compliquée ou sur le point de peut-être se terminer et tout ça. Ça a été le cas avec Brunner, ça a été le cas avec Kunti. Mais est-ce que Kunti était vraiment un cas difficile à gérer? Parce que ça s'était mal passé il y a maintenant 3 saisons à Zurich, où après 6 ans, il avait été mis de côté. Il avait joué à Cloton, il était allé à Lugano. Ça ne s'était pas bien passé, il avait eu des blessures. Mais avant, c'est toujours un joueur qui avait entre 25 et 30 points, on va dire. Il a même fait une saison, je crois, à plus de 40 points. Donc, est-ce que c'est vraiment un joueur qu'on a peut-être mal classé, Jean-Philippe, et puis que Bienne a pu récupérer, on va dire, peut-être pas pour une bouchée de pain, mais pour un prix intéressant et que maintenant, il va pouvoir mettre en valeur? Alors, je ne sais pas à quel prix tu payes ton pain, mais je pense que c'est pas mal. Ouais. Non, il y a une chose, je pense qu'on a mal classé, oui. J'ai discuté avec Martin Steinegger, justement, au moment de la prolongation du contrat. Et le directeur sportif biennois me disait, mais ce n'est pas un gars à problème, ce n'est pas une pomme pourrie dans le vestiaire, pas du tout. C'est en tout cas pas comme ça, pas dans cet état d'esprit-là qu'il est arrivé à Bienne. Et moi, il me disait, c'est un gars qu'il faut savoir gérer. Il n'est pas facile, mais il faut le savoir le gérer. Et il m'expliquait en gros que il faut surtout lui donner un objectif, lui dire, voilà, dans cette situation, il faut réussir ça, mais pas lui dire comment faire, lui laisser libre cours à sa créativité. Et je me souviens aussi de cette phrase, laisser libre cours aux créateurs, aux artistes, laisser un peu de marge. On en avait parlé sur le plateau. Hein, Stéphane, tu te souviens, on parlait de ça avec c'était Slava Bikov, si je me souviens juste, qui t'avait mis un message en disant les artistes, laissez-les vivre, donnez-leur un cadre et puis ensuite ils évoluent. Et je pense que Martin Steinegger et le staff d'entraîneurs arrivent très bien à faire ça avec la ligne de parade Arton Ice, hein, comme il l'appelle dans le journal du Jura, Kunti, Brunner et Künzle. Et ce que disait Jonathan, c'était très juste. Künzle, c'est la pièce rapportée, le gros grand bonhomme qui va se mettre devant le but pour dévier des shoots. Il l'a encore fait parfaitement à Fribourg. Et c'est un trio maintenant qui fonctionne, en tout cas pour cette année. Ouais, et qui va peut-être fonctionner pour les prochaines années. Allez, on a fait le tour d'horizon du HC Bienne. Il est l'heure de passer au top et au flop. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un top et d'un flop qui concernent le même club. Hein. Vous allez vite comprendre. Hein. Commençons d'abord par le positif, par le coup de cœur. La belle histoire du week-end, elle est à mettre à l'actif de Mathias Memetto. Hein, le jeune joueur du Lausanne Hockey Club a été appelé en première équipe vendredi et dimanche afin de pallier les nombreux absents dus au Covid qui touchent encore l'effectif du LHC. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ailier de 20 ans a pleinement profité de ses premiers coups de patin en National League. Vendredi contre Rapperswil, il a d'abord fait un assist sur le 2-0 et il marque là le 4-0, vous le voyez, sur une passe de Charles Ludon pour clore cette superbe rencontre avec un temps de jeu
de 2 minutes 40, excusez du peu. Il a également été du voyage à Ambry hier après-midi pour son deuxième match dans l'élite, un peu plus de temps de jeu, mais pas de but supplémentaire. Mais que l'histoire est belle, hein, finalement, d'arriver comme ça en première équipe, de briller directement. Mathias Méméto l'a vécu pleinement et il doit être une source finalement de motivation pour tous les autres jeunes qui tendent un jour à venir jouer en première équipe et à en faire un rêve éveillé. Mais si Stop me donne le sourire, il me laisse quand même un petit arrière-goût de déception, de flop concernant le même sujet, parce que j'ai envie de dire pourquoi le Lausanne Hockey Club a attendu finalement d'avoir autant d'absents pour faire de la place aux jeunes dans sa première équipe. On sait que le club est ambitieux, qu'il vise le titre, mais il ne faut pas oublier quand même dans le concept un petit peu le projet jeunesse, car depuis le début de la saison, on en a vu très peu, voire quasiment aucun. Ken Yeager peut-être, mais qui a vite quand même disparu un petit peu des radars, qui est blessé actuellement. Et si l'avenir semble bouché, qu'est-ce que vous font les jeunes finalement ? Eh bien, ils vont signer ailleurs. Ça a été le cas avec Iñaki Barragano et Nathan Boardou qui ont signé leur premier contrat pro à Rapperswil parce qu'on ne voit peut-être pas de développement. Et finalement, le Lausanne Hockey Club, on a profité ce week-end avec la belle histoire de Méméto. Mais derrière, eh bien, on perd quand même des prospects pour l'avenir. Voilà, ça, je crois que c'est le message que je voulais faire passer parce que ça m'a plu d'un côté, mais ça me déçoit de l'autre. Ben, écoute, David, où tu les aurais placés dans l'alignement de Lausanne, ces deux jeunes-là? Puis c'est ce qui est dommage, parce que quand Lausanne a son effectif complet, des Voardou et des Barragano, ils n'ont pas de place, pour se développer. C'est bon pour les jeunes d'aller ailleurs. C'est dommage pour Lausanne, tu vas me dire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais c'est bon pour les jeunes d'aller ailleurs puis de pouvoir se développer de la bonne façon en espérant avoir du temps de jeu avec une équipe qui a un effectif un peu moins garni, qui n'aspire pas aux mêmes choses, mais qui vont leur donner du temps de glace. Puis Méméto, hier, moi, je commentais le match à Lausanne. Puis j'ai été un peu déçu de le voir que 3 minutes 53 après avoir connu un match d'un but et une mention d'aide la veille. Un petit bonbon à un joueur qui était probablement... qui aurait explosé, probablement parce que, je veux dire, après un match comme ça, tu peux pas être moins motivé. J'aurais aimé le voir un peu plus, mais quand même, dans les faits, on a utilisé des jeunes, ça a fonctionné, tant mieux. Ils n'ont pas été la cause de la victoire de Lausanne hier, mais tant mieux si on a pu au moins les voir. On parle de plafond salarial, on parle de niveler et d'égaliser un petit peu la ligue. On ne pourra pas donner non plus des transferts qui a toujours été la meilleure offre à vie. Il faudra faire place un jour ou l'autre à une ligne de jeunes, peut-être au Lausanne Hockey Club aussi, et puis de les laisser partir. Ça va vous coûter aussi de les faire revenir quelque part, Stéphane. Ben, écoutez, regardez ce qu'on a fait avec Marty. Marty, c'est un produit lausannois qui est parti, qui a roulé sa bosse et puis qui revient à maturité. Peut-être ces joueurs-là reviendront sur leur 2e ou 3e contrat à un prix pas mal plus élevé. Mais là, on vient à la base. Les objectifs, on veut être champion, avoir la meilleure équipe possible, etc. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça que le plafond salarial peut peut-être amener quelque chose. Ça peut peut-être forcer les équipes à aligner des jeunes pour rentrer dans la masse salariale, un peu comme en NHL. Ça a été bénéfique en NHL, le plafond salarial pour les jeunes. Pourquoi pas ici? Mais effectivement, c'est toujours le même objectif. Le problème qu'on a, c'est que les coachs, les gars, sont engagés en Suisse, ils ont beaucoup de pression, ils sont sur un siège éjectable, et puis ils doivent gagner le prochain match, la prochaine semaine, la prochaine saison. Sinon, ils sont virés. Alors, à un moment donné, c'est qui doit prendre la décision de dire, voilà, ta ligne des jeunes, on s'en fout. Voilà. Puis les gens aussi, les fans aussi, il faut qu'ils soient honnêtes. Ils veulent voir des jeunes, mais c'est les premiers à aller quand ça ne gagne pas aussi. Puis quand un jeune commence à mal aller, etc. Donc, la balance, elle est toujours difficile à tenir. Et Lausanne fait partie de ces clubs, finalement, qui n'alignent pas beaucoup de jeunes, effectivement. Voardou, Barragano, ils leur ont même pas fait d'offre. Moi, j'ai une question. Il y a une chose. Moi, j'ai une question. Ils n'ont pas reçu d'offre. Il y a un joueur, je vais juste faire une parenthèse. Guillaume Manet, qui est un défenseur qui a été formé à Lausanne en novice élite, junior élite, était parti au Tichenor Rockets l'année dernière et on l'a signé vraiment professionnel cette année. Il ne s'entraîne même pas avec l'équipe. Il l'a envoyé à Martigny. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe de l'année alors qu'il était à Montaigne. Il habite pas loin de Montaigne. Alors, là, il est envoyé au Tichenor Rockets pour jouer, mais la gestion de Guillaume Manet, elle me dérange un peu. Au moins, le gars, si tu ne le fais pas jouer puis il habite dans la région, qu'il vienne à l'entraînement, après ça, il y a le COVID. Il y a ça. Barragano, je veux encore une parenthèse. Barragano a passé la première moitié de saison avant les championnats du monde à jouer en junior élite à Lausanne. Il ne s'entraînait pas avec l'équipe. Il ne s'entraînait pas avec le chef de formation, en tout cas, par intérim actuellement. Il ne savait même pas que Barragano était resté en Amérique après le championnat du monde. Il pensait qu'il jouait encore en junior élite. Non, mais les gars.
Oui, Steph, Cap, dans le chat, il y en a certains qui rigolent que finalement c'est un départ pour des cours de langue pour mieux s'imposer dans le vestiaire du Lausanne Hockey Club à l'avenir. Bon, ça c'est trêve de plaisanterie, mais je suis assez d'accord avec Gaëtan Grossrider. J'avais noté cette question aussi. Est-ce que finalement l'engagement d'Andrea Glauser est-il nécessaire quand on peut quand même s'appuyer sur des relèves derrière, Jean-Philippe? Bon, Baragano, pour revenir, Baragano, il a fini sa formation du côté du Canada ou des États-Unis, hein, des ligues la nord-américaines. Western Hockey Et League, ouais. voilà, Western Hockey League. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Simon Knack, qui est maintenant à Davos, c'est aussi le cas. Il était à Portland, etc. Et les meilleurs Suisses se développent pas en U20, en junior élite, parce qu'il y a trop de différences entre les deux. De prendre un junior élite, il faut vraiment que ce soit un gars dominant dans sa catégorie pour l'intégrer dans une équipe. Et l'intégrer dans une équipe comme Lausanne, qui vise le titre, qui a des moyens, qui a les moyens de ses ambitions aussi, on va dire, pour avoir un effectif de top 2, top 3, on ne peut pas imaginer honnêtement dire à un junior U20 qui a passé que par les U20, même pas passé à l'étranger, d'intégrer cette équipe sur le long terme. À mon sens, c'est pas lui rendre service non plus, parce s'il n'a pas joué avec des adultes avant, il va se retrouver face à des Cadonneau, il va se retrouver face à des Herzog. Bon, peut-être encore un peu jeune, mais Zug l'a fait avec des joueurs qui sont arrivés à maturité et qu'on a gardé dans le projet. Mais David, ils ont passé par la Swiss League, ils ont joué contre des hommes, ils ont fait une saison ou deux. On parle de Tsender, on parle de Langenegger. Pour envoyer alors Baragano et Wardou une ou deux saisons en Swiss League, tout en leur disant que à l'avenir, c'est avec le Lausanne Hockey Club qu'ils vont pouvoir continuer d'avancer. On verra. C'est aussi des gars, Wardou et Baragano, qui ont tâté du championnat du monde, hein, qui ont joué contre des gars qui ont l'habitude de jouer contre des hommes, contre des pros aguerris. Donc, je pense qu'ils vont être bien à Rapperswil. Il n'y aura pas de souci pour passer le cap. Mais ce n'est pas la majorité des gars. Hein. Et encore une fois, je pense que ça ne va pas s'améliorer avec les 7 étrangers. Hein. Et puis parce que le fair play financier dont Stéphane parlait, oui, ça peut aider à intégrer des jeunes, mais ça ne viendra pas avant 2025. Donc là, il y a quoi? Une génération perdue qui va devoir partir à l'étranger. Voilà. Donc c'est toujours le court terme, gagner le prochain match. On parlait de Christian Dubé, mais tous les entraîneurs sont comme ça. Pat Aymon, coach à 3 lignes, parce qu'il est en renégociation de contrat. Il a été prolongé d'une année, mais il veut prolonger plus tard. Tout le monde pense à son beefsteak, puis le beefsteak, c'est la victoire. Tout le monde a l'air intelligent quand il gagne, puis au diable les jeunes, mais à un moment donné, il faut trouver une balance. Zurich a réussi à le faire aussi un petit peu. Il y a des équipes qui réussissent à le faire un peu mieux. Les deux qui arrivent, c'est quoi? C'est Zug et Zurich, et c'est les deux qui ont une équipe ferme. Exact. Mais le plan, oui, puis ça, je suis d'accord avec Jean-Philippe, mais le plan à Genève l'année dernière, c'était quoi? Développer des jeunes, on a fait jouer des jeunes, on a fini par gagner. Cette année, est-ce qu'il y en a autant des jeunes? Non, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on voit la fenêtre s'ouvrir, puis on veut gagner. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On en a échangé des jeunes pour amener des vétérans qui peuvent nous faire gagner tout de suite, puis on n'en voit plus dans l'alignement. Donc, ça me prouve à quel point, quand ton objectif est de viser toujours plus haut. Voilà pourquoi c'est mon petit regret quand même, mais que je peux le comprendre et tout. Allez, on va continuer de parler quand même du Lausanne Hockey Club. On ferme la vitrine sur les jeunes, mais on continue de parler du week-end du LHC. Avec une habitude qui en devient récurrente, Jonathan, puisque tu étais au match à la Valachia hier, non pas quand on t'envoie tout le temps là-bas, ça c'est autre chose, mais que quand le Lausanne Hockey Club sort de quarantaine, ça se passe toujours relativement très très bien. Oui, victoire hier. Écoute, pour ma part, 2 engelures aux orteils, mais ça, c'est une autre histoire. Puis la copine, elle a apprécié? Non, je l'ai laissé quand même, un peu de respect. Parce que c'est un bon test pour savoir si c'est vraiment ça peut durer. T'as amené ta copine à Valachia. Si tu passes le cap et elle te quitte pas après, ça veut dire que t'es bon. Tant que j'ai pas un permis B, je l'amène pas. Je veux garder mes chances de rester ici. Si jamais quelqu'un nous écoute à la Confédération. À bon entendeur. Non, mais écoute, Lausanne avait déjà gagné son match de vendredi, arrivé avec exactement la même formation, à la seule différence qu'on entrait dans la formation pour la première fois de la saison, Noah Schneeberger, qu'on a été allé chercher un peu plus tôt au mois d'octobre contre Mauro Jorg à Fribourg. Il a pas mal fait, honnêtement. Je ne l'ai pas détesté. À la place de Justin Kruger, il amenait quelque chose d'un peu différent, un peu plus de mobilité, j'ai trouvé. Mais Lausanne, ça a été un match en 2 temps. En fait, ça a été un match pour les 2 équipes en 2 temps. Très brouillon en première période, on pouvait s'en attendre. Autant Lausanne, qui avait un effectif décimé, que Ambry qui sortait de quarantaine. C'était un peu tout croche. Il y avait beaucoup de dégagements refusés, beaucoup de choses à changer. Et en milieu de deuxième période, Lausanne qui profite de 2 cadeaux d'Östlund.
pour ouvrir la marque 2-0. Et le temps mort de Luca Tchereda, à ce moment-là, pour moi, a tout changé. On a vu un Ambry beaucoup plus convaincant qui a dominé la deuxième moitié du match. Beaucoup de tirs sur la cage d'un Luca Boltzhauser qui réussit à aller chercher une victoire. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas été hyper convaincu par sa performance à Boltzhauser. Tout avait l'air compliqué hier pour lui. Il cherchait beaucoup les rondelles, regardait beaucoup derrière lui. Il n'était jamais complètement certain de ses arrêts. Donnait beaucoup de retours juteux. Heureusement, il y avait des défenseurs qui prenaient les retours et qui venaient sauver un peu les meubles. Mais ce n'était pas le meilleur match que j'ai vu de Boltzhauser. Toutefois, une prolongation qui aura duré 5 secondes. 5 secondes, il s'est passé quoi? D'après moi, les gars, on pensait à moi. Là, ils savaient que je commençais à avoir froid puis ils voulaient terminer ça le plus vite possible. 5 secondes. Voilà. Tu as dû payer cher pour aller abréger cette prolongation. Mais on va quand même chercher 2 gros points à la Valachia et ça fait 10 matchs de suite que Lausanne bat Ambry. La dernière victoire qui remonte au mois de 18 janvier 2019 d'Ambry face à Lausanne. Donc, la séquence qui se poursuit. Steph, ce match contre Ambry que Lausanne a vécu hier, ça ressemble finalement à celui qu'ils avaient vécu à la Vaudoise Arena où ils étaient aussi allés, je crois, au tir au but et ça posait 2-1 finalement. Lausanne a dominé, on va dire, une grosse partie de la rencontre, n'a pas su tuer la rencontre et finalement se complique un petit peu la tâche contre ces équipes accrocheuses. C'est ça, mais à chaque fois que ces équipes accrocheuses, Rapi ou Ambry, font un peu des points ou accrochent, on dit toujours que l'équipe en face a fait une mauvaise performance, une contre-performance, pas normale, etc. Mais à un moment donné, ils jouent dans la même ligue, là, donc forcément. Puis Ambry, c'est une équipe qui est toujours bien préparée. Moi, je donne beaucoup de crédit au staff d'entraîneur, puis à Luca Tchereda, puis à René Matt, puis même à Paolo Duca, qui est bien impliqué aussi avec les headsets, sa galerie de presse. Voilà, donc il donne des consignes. Et je pense que on fait un excellent travail. On tire le maximum. On tire le jus au maximum de cette équipe-là. Et puis, ils sont bien préparés. Chaque fois, ils sont bien préparés et c'est jamais facile à manœuvrer. Mais il reste que le manque de profondeur d'Ambry est horrible. Et puis, évidemment, le vieux cliché, aller gagner à Ambry, c'est pas facile. Il y a toujours quelque chose de spécial. Pour ceux qui sont déjà allés, vous arrivez dans les vestiaires, vous dites on est en quelle année? C'est un retour 50 ans en arrière. Le froid, la neige. C'est vraiment... Quand tu vas là, même comme entraîneur ou comme arbitre, ou comme c'est particulier. C'est pas pareil. Tout le monde doit sortir de sa zone de confort quand on va. Jean-Philippe, pour recentrer le sujet sur Lausanne, vu qu'on n'a pas de questions particulières pour l'instant qui nous sont arrivées, Lausanne nous a quand même prouvé qu'avec un effectif amoindri, on avait toujours des solutions de gagner des matchs. Encore heureux, il y a de la qualité dans cet effectif. Si Lausanne, même sans Malguin, sans Gibbons, qui sont quand même des Leistungsträger, comme on dit, c'est des numéros 1 au niveau du pointage, même sans eux, ils sont capables. Et puis, c'est un peu l'idée aussi. On doit pas, là, quand on parlait de profondeur, il y a ce qu'il faut. Et puis, on n'est pas encore arrivé à la corde. Non, je pense que c'est normal. L'autre chose concernant Ambry, l'image de Steph est très juste. On presse le citron jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Mais alors, sur la glace, je ne pense pas qu'il y a... On disait ça des équipes de Max Orley avant. Et je pense que Tchereda arrive vraiment... Il n'y a pas une équipe qui va travailler plus dur, plus fort qu'Ambry. Quand on parle avec les joueurs, c'est en tout cas ce qu'ils nous disent, les joueurs qui ont connu d'autres équipes. Joe, un joueur qui a fait son retour après 1 mois et demi d'absence, c'est Charles Ludon. Avec les nombreuses absences qu'il y avait, c'était quand même bénéfique pour le coach qui était John Foust ce week-end, puisque McTavish était aussi sur la touche des absents. Ton avis sur le retour au jeu de la part du Canadien? Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'avait pas joué. 2 mentions d'aide contre Rapperswil. Contre Ambry, on l'a vu, parfois on voit des très beaux flashs de Charles Ludon. J'aime beaucoup sa hargne dans son jeu. J'aime beaucoup ce côté hargneux qui manque parfois chez les joueurs de talent, ça il l'a. Par contre, il n'a pas réussi à créer grand-chose hier. Comme l'ensemble de l'attaque, il n'y a pas eu d'énormes chances de la part de Lausanne. Puis son trio avec Conacher, ça n'a pas été le meilleur non plus. Par contre, ça fait du bien de voir Charles Ludon, surtout avec les nombreux absents. Heureusement que Charles Ludon était de retour. C'est un joueur qui peut amener beaucoup quand même dans cette National League. C'est un joueur avec énormément de talent, un très, très bon coup de patin. Un très bon coup de patin. Quand il était en NHL, c'est ce qu'on lui reprochait un peu, ce manque de vitesse. Mais ici, avec la grande patinoire, je le voyais souvent aller mettre beaucoup de pression en fond de zone, puis ça payait souvent. Et il réussissait à créer parfois des revirements ou mettre un peu de pression et mettre sous pression les défenseurs d'Ambry et ça les pressait un peu dans leur jeu. Mais écoute,
Un bon retour pour lui, et surtout avec ses 2 points contre Rappersville. Puis on va lui souhaiter, là, avec les retours dans l'alignement, qu'il y reste et surtout qu'il amasse des points. Question dans le chat de Lionel BE. Le LHC va-t-il garder ses jeunes pour faire finalement les faire jouer au vu du calendrier très chargé qui attend le Lausanne Hockey Club de ces matchs en retard à rattraper? Non, j'y crois pas une seconde. Non. Moi, je crois que s'il y a des retours et ils ont l'effectif, ils ne vont pas jouer. Non, je ne crois pas non plus. Peut-être faire tourner un ou l'autre ici, là. Krakowski, j'aime bien. C'est le seul, je pense, qui peut maintenir le fort. Moi, je pense pas non plus. Je suis comme Jean-Phil. Dès qu'ils auront l'équipe, ils vont les retourner de là où ils viennent, je pense. Et en même temps, je pense que c'est mieux pour les joueurs. Parce que si tu gardes, par exemple, les jeunes... Moi, je n'ai pas détesté Tchaïka hier. Ben, si tu le gardes puis tu l'as comme 14e attaquant, tu ne l'habilles pas ou tu le mets 13e puis il joue 3 minutes, t'es mieux de le renvoyer en bas puis qu'il joue des grosses minutes sur un trio où il peut s'exprimer offensivement aussi. Ouais, surtout que c'est son Tchaïchka, ce sera pas c'est un top 6, il doit jouer là-haut, Oui. il est fait pour ça, pour le moment. Ouais, centre de 4e trio, c'était pas son rôle hier. Ouais. En tout cas, Lausanne qui va à Bienne demain contre Lugano mercredi, à Berne vendredi avant de jouer Genève samedi. Donc, c'est ce programme-là de cette semaine ultra chargée qui attend le LHC. Allez, nous, on file vers l'actualité du dernier des 4 clubs romans. C'est Genève. Et on va devoir remonter jusqu'à mardi pour expliquer ce qui s'est passé dans la semaine des Aigles parce qu'ils ont affronté 2 fois la même équipe la semaine dernière. Davos d'abord au Vernet avec un début de match très solide, 2-0 et un blackout total qui les font encaisser 4 buts et la défaite qui va derrière. Et ils ont eu l'occasion de se rattraper juste derrière puisque vendredi ils étaient attendus au Grison contre cette même équipe de Davos. Et là on a vu un match solide, compact, très sérieux de la part des Genevois sur 60 minutes, ce qu'ils n'avaient pas fait lors des dernières sorties et ce qui m'a été confirmé aussi après avoir pu discuter après la rencontre. Il fallait retrouver un petit peu d'intensité, un match un petit peu plus complet. On a marqué aussi en jeu de puissance, on fait 66% d'efficacité à 2 buts sur les 3 chances que Davos leur a laissées. C'est une solide prestation d'équipe. Les étrangers et la ligne des Suisses avec c'est Richard, Rod et Vermin a aussi su faire la différence pour enfoncer le HC Davos. Donc, on va dire que sur 2 matchs 120 minutes, Genève a joué 100 minutes parfaites. C'est oublié 20 minutes et finalement, c'est que 3 points qui leur sont donnés au lieu des 6 qui leur tendaient les bras quand même. Ça a été, je crois que ça a été une bonne leçon ce qui s'est passé à Genève. C'est moi qui étais à ce match-là. Je peux vous dire qu'ils vont pas oublier de sitôt le fait d'être constant. Même il y avait tout ce qu'il fallait pour gagner. On gagne 2-0. L'attaque en face, c'était 10 attaquants seulement, dont le 10e était Lawrence Kinsley, un défenseur. 6 défenseurs. Et puis Eschliman, qui est un gardien moyen de National League. C'est pas top notch, quoi. Hein. Et il y avait vraiment tout pour faire juste, on gagne 2-0. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a dû se dire inconsciemment, OK, ça roule. Et quand vous avez des Marc Vizère, des gars qui ont faim, des gars qui frappent et qui patinent, qui ne s'arrêtent jamais, Yannick Freiner, c'est pas un Mozart du hockey, hein, mais sur 60 minutes, je ne sais pas combien de checks il distribue, mais c'est hallucinant. Et puis l'échec avant incessant de Davos a payé. Et puis, bravo pour eux. Je crois que pour eux, c'était vraiment un gros truc. Le retour dans le quart, ils étaient tellement peu que je pense qu'ils avaient même 1,5 m de distance entre eux. Là. Les gestes barrières, c'était bon jusqu'au. Moi, je vais faire une parenthèse là-dessus. On parle de Fribourg, de faire jouer les jeunes parce qu'il n'y a pas de profondeur dans l'effectif. On va signaler au passage que Davos s'est présenté là, comme tu l'as dit, à 16 joueurs. Et ils ont joué à 17 joueurs dimanche ce week-end à Davos contre Genève. Je ne sais pas si c'était hier ou quoi. Mais honnêtement, ne peux pas me dire que Davos ne pouvait pas prendre 2-3 juniors. Non, ils ont choisi de jouer à 16-17. Donc, cette situation-là, ce n'est pas qu'à Fribourg qu'on la retrouve. Ah non, ça j'en suis pleinement conscient. On ne pas Fribourg. Hein, non, mais pas charger du B. Je crois que ça devient une rhétorique et on va dire une tendance clairement assez nette dans ce championnat. Mais c'est vrai que Davos a aligné 2 jeunes pour le match de vendredi, et notamment un Nino Russo qui faisait aussi ses débuts en National League. On les pousse un petit peu. On aurait pu les prendre mardi aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Surtout que là, l'occasion, elle était belle de pouvoir te redonner un petit quelque chose. Voilà. Il faut aussi penser que ces joueurs, ils sont importants pour leur équipe de junior élite, hein, parce que c'est important d'avoir une équipe de junior élite et puis pas de tomber en top. Donc j'imagine que quelque part, ils doivent aussi
assurer le service minimum à leur échelon. Mais on t'a pas entendu. Ben pour Genève, si on vient à la défaite de mardi là, rapidement, c'est le genre de 3 points que t'échappes, mais c'est le genre de 3 points que tu vas te souvenir. Et Genève a le luxe d'avoir encore beaucoup de matchs en main et d'être bien positionné au classement. On va se le dire, là, ils ne doivent pas trop paniquer avec les playoffs, mais c'est le genre de défaite qui vient piquer un peu l'orgueil et que tu te souviens de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et l'importance de jouer 60 minutes dans un match. On l'entend beaucoup, cette phrase-là, jouer 60 minutes, c'est important. Ben oui, c'est important. Parce que tu vois, surtout contre une équipe comme Davos, qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui a beaucoup, beaucoup de punch en attaque, qui marque beaucoup de buts, ben tu joues. Tu ne te présentes pas pour 20 minutes, c'est fait. Mais moi, je trouve que Genève, les gars, de façon générale, c'est un effectif que j'aime beaucoup, qui peut être redoutable en play-off. Je l'ai vanté à maintes reprises, mais je pense qu'ils font une saison en dessous des attentes. Ils sont bien meilleurs que ce qu'ils font. Ils sont à 1,5 point par match ou à peu près. Là. Ils perdent des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Et ça ne peut pas arriver. Autant Fribourg, à mon avis, est une équipe qui performe super bien depuis le début de l'année au vu de l'effectif. Autant Genève, qui, à mon avis, sur le papier, est probablement supérieur à Fribourg, n'arrive pas à faire autant bien. Ils perdent des matchs régulièrement, des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. On parlait de la défaite à Langnau, on a parlé des deux défaites contre Ambry, on parle de se faire battre à la maison contre Davos, alors que tous les ingrédients étaient là pour une réussite. Il y a quand même des trucs, une gestion là au niveau de... C'est quand même un petit peu le défaut de cette équipe, Steph, c'est quand ça se passe bien, on vient peut-être à jouer trop beau, trop facile, chercher la petite passe de plus pour marquer le beau but, et puis ça peut vous coûter cher, et il y a encore ces trucs à gommer, ou alors on peut peut-être voir que Genève cache son jeu, terminer 5-6e, ça leur va très bien, on sait que ça sera une plaie très compliquée de les jouer ensuite pour la fin de saison, mais moi je vois plus ça comme, on va dire, une inconstance dans la façon de gérer l'équipe, et des fois un Patrick Aymon devrait peut-être, je ne suis pas dans le vestiaire, mais un peu plus hausser la voix pour recadrer certains joueurs et leur rappeler peut-être que le jeu simple est le jeu le plus efficace. Oui, et il y a Simon d'ailleurs sur le chat qui dit Genève et sa star en majuscule, qui est un poids pour l'équipe. Il est capable du meilleur comme du pire lui aussi. Hein. Puis moi, j'ai l'impression que quand Genève, trop souvent cette saison, est arrivée contre des équipes qui, sur papier, leur étaient inférieures, puis ils sont tombés directement dans le panneau parce que quand tu regardes l'effectif de Genève, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, c'est des gars avec de l'expérience, c'est des gars qui peuvent battre n'importe quelle équipe. Mais puis d'ailleurs, ça donne toujours des bons matchs contre les grosses équipes du championnat, contre un Zurich, contre un Zug, contre Lausanne. Ça donne des bons matchs. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à affronter des équipes de leur calibre. J'ai l'impression que la préparation contre les plus petites équipes on arrive avec un excès de confiance. Et là, ce n'est pas seulement au marque, c'est un effet d'équipe. Et on doit mieux se préparer et approcher les matchs contre un Langnau ou un Ambry de la même façon qu'on l'approche contre un Zug ou un Zurich. Ouais, je ne peux pas ajouter autre chose que ça. Je les ai vus assez souvent. Je me réjouis de les voir en play-off parce qu'ils y seront, ça c'est certain, avec des Winnick, des Fer, et même Omar qui est un homme de play-off. Allez regarder ses stats en KHL, allez regarder ses stats à Zug. C'est pas. Je t'ai arrêté parce qu'à Zug, il a été mis de côté par l'entraîneur parce qu'il a fait 12 matchs, 6 points. Il avait fait 70 points en 50 matchs de championnat, puis c'est 12 matchs, 6 points en play-off, puis il a été mis de côté par Doug Shedden. Parce que je me souviens, j'avais arbitré Zug. Shedden, il ne pouvait plus le voir en play-off. C'était quelle année? La seule année qu'il a joué en Suisse, 2012-2013, l'année du lockout. Voilà, l'année du lockout. Il a été affreux dans les playoffs. Et ça, je peux vous dire que, je vais faire une parenthèse là-dessus, McSorley avait mis tout le monde en garde avant de l'engager. Oui, mais on sait ce qu'on a. Hein. Mais là, ça fait 7 ans, Zug. Et allez regarder les stats de Linus Omark en KHL, en playoff. Mais c'est un joueur de play-off. C'est comme quand on me dit, oui, Diaz, il ne sait pas gagner un titre, OK. Ou c'est quand on met l'étiquette sur Tobias Stefan, ce n'est pas un gardien de play-off. Mais il est allé 2 fois en finale. Vous savez à quoi ça se joue, une finale de play-off. Moi, je trouve que c'est des étiquettes. C'est des étiquettes un peu dures à porter. Et quand on regarde vraiment les chiffres et qu'on parle avec les gens, je pense qu'il faut revoir un petit peu la façon dont on étiquette ces joueurs-là. On demande qu'à voir. J'ai une question pour toi dans le chat de Gaëtan Grossrider. Est-ce que Genève a un vestiaire plus difficile à tenir que Fribourg, par exemple? La question, elle est pour qui? Pour toi, Steph. Définitivement, oui. Définitivement, oui. Je parlais dans une de mes chroniques au début de l'année de la délicate équilibre d'un vestiaire.
Mais cette année, je pense qu'à Fribourg, on a un excellent équilibre dans le vestiaire et c'est une des clés de leur succès. Il y a beaucoup d'équilibre, tout le monde est dans sa chaise, ça se passe bien. Et à Genève, je pense qu'à l'arrivée d'un nouveau joueur a dérangé un peu l'équilibre, l'excellent équilibre qu'il y avait dans le vestiaire l'année passée. Et tout le monde s'est retrouvé dans des chaises un petit peu différentes, des rôles différents, des égos aussi différents. Ce qui fait que oui, ça peut être une source de dérangement pour l'équipe, effectivement. Moi, j'ai une petite question pour celui qui veut bien répondre. Vous pensez quoi du remplacement de Damien Ria? Parce que c'était quand même le 3e compteur du club au moment où il est parti. Il n'a pas été remplacé. Moi, je trouve qu'on fait beaucoup confiance à Tyler Moy et on insiste encore avec lui sans qu'il rende vraiment ce qu'on peut attendre de lui. On a déjà vanté ses qualités, ses mérites d'être vraiment un joueur qui peut peut-être pas être autant bon buteur que Damien Ria, mais apporter cet équilibre à cette ligne-là. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas voulu en trouver, peut-être. Un sniper droitier, là, c'est important, une équipe. Puis, mine de rien, avec Ria, tout le monde était dans sa chaise. Et là, je suis d'accord avec toi, David. On place peut-être Moy dans une autre chaise. Pour moi, Moy, c'est un très bon attaquant, mais peut-être plus de 3e trio. Il y a beaucoup de talent, mais il ne s'est jamais affirmé non plus. Donc, est-ce que c'est un bon attaquant de 3e trio? Est-ce qu'il a sa place en National League? Oui. Mais Ria, sur un premier, un sniper droitier sur le power play en 5 contre 5 est important. Donc, c'est sûr que ça va manquer à Genève. Et il faudrait trouver une façon peut-être de le remplacer. Moi, définitivement, j'aime beaucoup Moy parce que je pense qu'il fait des bonnes passes, il fait beaucoup de bonnes petites choses sur la glace, mais il n'a pas la qualité de sniper qu'avait Damien Ria. Damien Ria, c'est un sniper, c'est un shooter, alors que Moy n'a pas de shooter. Regardez la qualité du tir de Moy sous pression, c'est horrible. C'est pas un buteur, ce garçon, c'est un passeur, par contre. Il est très intelligent. Et quand on a Omar déjà comme playmaker dans la ligne, ça peut faire de l'ombre aussi. Il est responsable défensivement aussi, Moy. C'est devenu. C'est un joueur que les coachs aiment bien parce qu'il n'est pas compliqué à gérer non plus, les coéquipiers, etc. Mais c'est vrai que les talents d'Omar, moi, j'ai mes réserves au niveau attitude avec Omar, tout le monde le sait. Au niveau défensif, mais offensivement, Omar, il est remarquable, je le répète. Il trouve des lignes de passe en zone d'attaque. Il fait des jeux que très peu de joueurs dans cette ligue-là peuvent faire. Alors, de la ligne bleue au but, de la ligne rouge au but, il est exceptionnel. Il a ce don, cette facilité de faire des petites passes, trouver des lignes de passe que personne n'arrive à faire. Et sur le power play, c'est un fin renard aussi parce que Omar, il a 22 assists depuis le début de l'année. Il en a 12 sur le power play, à peu près 50% de ses points sur le power play, quand même. Puis c'est les premiers assists. Hein. Messieurs. Oui, parce qu'il la donne à Tom Ernest, puis il joue à cross à 5 contre 3. C'est facile, mais ça fonctionne toujours. Messieurs, le temps avance et je crois que vous avez encore des cordes vocales qui fonctionnent assez bien parce qu'on va ouvrir un débat, une discussion plutôt sur une certaine équipe qui trône en bas de classement. On parle du CP Berne. CP Berne, toujours lanterne rouge après avoir passé la mi-saison. Enfin, diront certains. Ils avancent aussi et se rapprochent de ces 39 matchs nécessaires. Les hommes de Mario Kogler n'arrivent toutefois pas à enchaîner. On reste sur un succès convaincant quand même hier contre Davos, mais c'est toujours compliqué de décoller. La saison, finalement, est décevante, même si la saison est spéciale. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Philippe, je commence peut-être vers toi, de ce CP Berne cru 20-21. Est-ce que c'est une position peut-être pas attendue parce qu'on ne les voyait pas si bas, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre quand même à que le CP Berne ait des complications cette saison? Oui, on pouvait s'y attendre, mais et aussi, quand une chose est mal emmanchée, ça finit rarement bien. Hein, c'est comme quand vous commencez votre championnat avec 6 victoires, même si ça va moins bien après, vous en sortirez toujours. Tandis que là, vous commencez mal, et vous ramez. Il y a encore cette histoire au niveau des instances du club avec Marc Lutti qui fait beaucoup de vagues, un directeur sportif qui est... trois directeurs sportifs qui sont engagés. On va en chercher un à Davos. On prend encore l'entraîneur pour la saison prochaine. On annonce déjà... Il y a un immense chambardement. Il y a même encore les étrangers qui fuient le CP Berne, là, Ted Britton qui n'a pas réussi à s'intégrer selon lui en Suisse et de retour à Ruglet déjà, il est parti comme ça un petit peu à l'anglaise, filé à l'anglaise. Il n'a pas fait le ménage de son appart, il paraît même pas.
Ah là là, Karunen, lui, ça rappelle Tyler Seguin à bien. C'est exactement ça que je pensais. Je suis pas sûr qu'il y avait le même bordel dans l'appart. Hein. Non. C'est une supposition que je fais. Britain, là, c'est vraiment une boutade, j'en sais rien. Karunen, le gardien étranger du CP Bern, a aussi une offre de Suède. Il devrait pouvoir partir, mais évidemment, on ne peut pas le laisser partir sans avoir trouvé quelqu'un d'autre. Philippe Butrich, ok, il peut jouer au but, mais enfin voilà, il y a vraiment tous les jours quelque chose à dire sur le CP Bern. Et puis moi, je me réjouis quand même de voir qu'est-ce que ça va donner le match contre Davos, parce qu'il y a un back-to-back. Ils ont joué hier soir. Il y a eu cette charge de Herzog, cette victoire de Berne. Et ce soir, rebelote. On se retrouve les mêmes glace, même endroit. Je me réjouis de voir ça. Mais Jonathan, est-ce qu'il ne se passe pas trop de choses à Berne cette saison pour qu'on puisse finalement penser qu'au hockey sur glace? Je pense que de toute façon, Berne est une équipe très polarisante. En Suisse, on va toujours parler de Berne, mais depuis l'été, il y a tellement eu de trucs qui se sont passés. C'est Dallas. Oui, puis en commençant par une signature osée, une signature qui sortait de l'ordinaire avec Florence Schilling, mais ensuite, on lui a mis un coach un peu... c'était pas son choix, mais on lui a imposé un coach. Après, lui, il part. Il y a As qui est signé pour le début de la saison en NHL après, il part. La Britaine qui part. Karunen qui pourrait partir aussi. On dirait qu'on va dans toutes les directions. La saison, il faut la mettre aux poubelles. On savait de toute façon que ça allait être difficile du côté de Berne. Ça l'a été. Il n'y a rien qui fonctionne, cette équipe-là. Il y a beaucoup de frustration. Combien de fois on voit les joueurs de Berne frustrés dans les interviews d'après-match, dans leur jeu. Il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que les joueurs en ont tous ras-le-bol de cette saison. Et malheureusement pour eux, il reste encore beaucoup de matchs. C'est l'équipe qui a joué le moins de matchs cette saison. Et moi, je pense que je vais rajouter là-dessus. Je pense que Berne va être obligé de faire comme tout le monde pour une fois, c'est-à-dire reconstruire. Se doter, aller recruter au niveau du mouvement junior. On sait qu'ils le font quand même pas mal, mais vraiment reconstruire par la base. Parce que Berne, je l'avais dit dans une de mes chroniques, n'attire plus comme avant. Il y a 10 ans en arrière, c'était automatique. Si tu voulais être champion suisse, c'était à Berne, il fallait que tu signes. Et il y a 10 ans, des gars comme Hoffman auraient signé, par exemple, à Berne parce que c'était la place à être où tu avais la plus belle aréna, le plus de monde dans les gradins, où tu avais la meilleure chance de devenir champion suisse. Mais maintenant, là, c'est plus ça. La réalité, elle a changé. T'as Zug, t'as Bienne, t'as Lausanne, t'as Fribourg qui s'en vient. Donc, il y a d'autres adresses. Zurich a toujours une adresse, évidemment, reconnue. Il y a d'autres adresses intéressantes avec des belles patinoires, des bonnes conditions, puis des sous. Ça veut dire que la compétition pour Berne, tout ce qui était acquis d'office ne l'est plus maintenant. Et là, ils devront utiliser une autre manière de recréer ce grand CP Berne, ce club de haut tableau. Et je pense qu'on a juste loupé. On a été un peu trop suffisant. On a été omnibulé par ce titre un peu inattendu le dernier pour dire ça va encore, on va tirer encore sur la couverture avec des gars vieillissants, ça va aller encore. Non, on n'a pas su prendre le tournant au bon moment pour X raisons. Est-ce que c'est pour ça qu'on a ouvert le portefeuille pour aller chercher un Reto Raffiner, alors, pour reconstruire? Certainement. Ouais. Certainement, mais par contre, il y a un truc, je voulais juste revenir sur l'expression utilisée par Jonathan tout à l'heure, mettre la saison à la poubelle. Moi, je ne pense pas qu'ils sont comme ça, parce que j'ai vu encore Berne récemment contre Zurich. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui triche sur cette glace. Il n'y a rien qui va, ça c'est vrai. Hein, le powerplay ne fonctionne pas, il y a de la peine à trouver à resserrer les mailles du filet en défense, etc. Mais au niveau de l'intensité, de l'impact physique mis dans les matchs, et puis de la façon d'être, l'état d'esprit sur la glace, ça reste les champions 2019. Et j'aimerais pas être 7e au classement et me taper Berne qui arrive à accrocher la 10e place pour des pré-playoffs. Sur 3 matchs, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que finalement, quelle que soit la saison moche du CP Berne, ils sont quand même à ça, ils l'ont déjà fait, 10e, d'aller chercher ces pré-playoffs et de pouvoir après construire quelque chose d'historique derrière. Alors, on ne connaît pas encore les pré-playoffs, on pourrait terminer 10e et être champion. On ne va pas parler de ça, hein. Berne, c'est encore très, très, très loin. Ouais. Mais quand même, Jonathan, je viens vers toi, les leaders. Et Dieu sait qu'il y en a de l'expérience. Alors, on peut dire qu'ils sont vieillissants, c'est un fait. Mais où sont les leaders dans cette équipe? Ben, je vais revenir premièrement sur Jean-Philippe parce que c'est plus les dirigeants,
je crois qu'ils doivent mettre la saison aux poubelles. On ne doit pas investir cette saison. Les joueurs, ça reste des professionnels qui ont une fierté et qui vont toujours vouloir gagner. Puis ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Jamais des joueurs vont faire, on oublie ça. Puis parce que oui, ils sont encore dans la course. Puis oui, ils pourraient surprendre puis faire partie des pré-playoffs. Les leaders, c'est compliqué. Tout est compliqué en ce moment du côté de Berne. Puis on a vu un leader en Gaétan Haas qui a de l'expérience en National League, qui a du succès en National League, qui a eu de l'expérience en NHL. Il est arrivé ici puis il ne cassait absolument rien. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais moi, je trouve intéressant aussi, pour revenir sur ce que Steph disait, Berne, c'est la première victime de la montée en puissance de certaines autres équipes comme Lausanne et tout. Et ça sera intéressant de voir les prochaines années vont ressembler à quoi pour le CP Berne, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes. Dans toute l'émission, là, ça fait 1h20 qu'on est ensemble puis qu'on discute de hockey, mais on a beaucoup parlé des prospects, du développement, de ci et de ça. Berne, pourquoi il ne passerait pas par là? Et si Berne réussit à redevenir une puissance en développant des jeunes, peut-être qu'il y a d'autres équipes qui vont faire « Hey, nous, ça nous coûte des millions de francs en salaire pour pas grand-chose. On devrait faire comme Berne. Puis peut-être que Berne va devenir une sorte d'exemple. Puis peut-être qu'on va y aller avec un peu plus qu'on retrouve en Amérique du Nord, des cycles. Ou bien on va engager 7 étrangers top-notch, 7 Arcobello, et puis l'affaire est belle. On va sauter la case reconstruction tout d'un coup. Non, mais mine de rien, si vous regardez ce que le CP Berne fait, alors là maintenant, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Ils ont une ligne avec Santiago Neff, ils ont une ligne avec, comment il s'appelle, Farny, c'est la même d'ailleurs. Ils ont Jérémy Gerber, qu'ils ont eux-mêmes fait grimper depuis le... Jérémy Gerber, c'est un ancien junior. Heim aussi, c'est un gars de la André Heim, qui va partir d'ailleurs à Ambry, si mes informations sont correctes. Et puis, Jérémy Gerber, qui a passé par un petit peu de Swiss League. Colin Gerber, qui est censé remplacer Beat Gerber. Il y aura toujours un Gerber ou deux dans l'équipe. Depuis 1884, c'est comme ça. Et puis, Beat Gerber, qui aimerait encore jouer un petit peu. Alors là, je pense dans le rajeunissement des cadres, lui aimerait continuer, mais je pense qu'ils vont trouver une façon s'ils veulent vraiment se renouveler, ce sera un des signes, quoi. Mais je pense que Berne sait faire ça, sait utiliser ces jeunes et sait les placer en Swiss League dans les clubs partenaires pour les développer. Moi, j'ai on va dire, un caillou qui peut faire 2 gros pavés dans la mare, se séparer en 2. Mais première chose, est-ce que maintenant, avec le départ de Britton, les rumeurs sur Karunen, est-ce que si le CP Berne est le club le plus malin de la saison, est-ce qu'on doit les remplacer ou non? Et deuxième, est-ce qu'on a vraiment donné de la facilité à Mario Kogler en lui redonnant l'équipe dans cette saison comme elle est? Vas-y, Mario Kogler, on sait pourquoi c'est lui qui l'a pris. Il y a déjà un coach qu'on doit payer, même s'il est parti. Et puis, c'est un gars qui connaît les jeunes. Donc, c'est peut-être la saison. Lui, il n'a pas peur d'envoyer Neff et Farny au feu ou Gerber parce qu'il les a eus, il les connaît, il les a coachés. C'est comme Steph avec certains de Lausanne. Il sait vraiment comment ils tiquent, comment ils fonctionnent, ces gars. Et tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Après, pour encore revenir sur le fait de manque de leader, moi, il y en a un de leader que j'ai vu contre Zurich, c'était Jeffrey. On l'a laissé partir de Lausanne. Il est top scorer. Il a gagné 73% de ses engagements. Il est partout. Il est sur 2 buts. Enfin, vraiment, il y en a des leaders. Et puis, un gars comme Chervet, au niveau de leader de travail, il y en a. Donc, je pense, et puis pour finir, je vais quand même répondre à la question de David. C'est ça qu'on te demandait finalement. Non, mais c'est important de. Non, mais encore, je t'embête. Je vais quand même répondre à la question de David. Oui, ils vont remplacer les gens. Ça fait déjà 2 semaines ou plus, même qu'ils sont sur une 5e licence étrangère depuis l'arrivée d'un certain RR au poste de CSO. Voilà, vous allez traduire tout ça. Parce qu'on pourrait dire, allons avec l'équipe. C'est une nouvelle série, ça. CSO Berne. Allons avec l'équipe qui nous reste à disposition, puis voyons où ça nous mène. On pourrait très bien aussi être comme ça. Moi, avec le CP Berne, en ce moment, je laisse partir les étrangers que je veux plus. Je fais des économies. Puis pour le reste de la saison, j'y vais avec les jeunes, puis je leur donne du temps de glace parce que, mine de rien, hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont battu Davos. Donc, ils ont battu Davos sans Britten avec 2 étrangers qui étaient Karunen et... 3, il y a Olofsson et Jeffrey. Et Olofsson, mais... Pourquoi remplacer? Pourquoi réinvestir? Vutriche connaît une bonne saison. C'est sûr que si Karunen part, tu dois avoir quelqu'un pour épauler Vutriche. Là, il est très jeune. Ça, je suis d'avis que tu dois avoir 2 gardiens. Et si tu en as un jeune, tu dois avoir un vétéran. Donc oui, remplacer Karunen à court terme.
Mais pourquoi investir dans cette saison? Si on fait les playoffs, tant mieux, puis on ira à la guerre avec ce qu'on a. Mais c'est là où je reviens avec étant dirigeant, je fais des économies pour le reste de la saison. Puis je passe à l'année prochaine. Mais moi, je suis dans les godasses de Reto Ralph-Feiner. Je me tape sur les doigts, je me mords les lèvres d'avoir amorcé une reconstruction à Davos en allant chercher quelques bons jeunes. Je pense que s'il avait su, il aurait attendu quelques mois. On est toujours plus malin après, mais moi, je suis assez d'accord. Alors, Berne, bien sûr, elle a risé des supporters fribourgeois qui sont dans un cœur joie aussi dans notre chat. Hein. On en connaît les rivalités et tout ça, mais autant se montrer peut-être plus intelligent et arrêter de faire des communiqués aussi en prétextant que c'est l'assurance de tel, le salaire de tel et tout ça. Et puis, véritablement économiser pour mieux repartir la saison prochaine. Alors, préparons l'avenir, mais préparons-le pas dès cette saison, peut-être. C'est pas tellement le style, hein. On n'a pas l'habitude. Moi, j'ai de la peine à imaginer. C'est un peu bizarre de parler du CP Berne et de parler comme ça, finalement. Ouais. On est d'accord. C'est un autre. On rentre dans une ère nouvelle, les gars, où il y aura plus de parité, plus de clubs prétendants. On va se bagarrer pour les mêmes joueurs. C'est plus un automatisme, je le rappelle. Et Berne devra faire comme les autres, une fois ou l'autre, puis reconstruire par la base, puis manger les pissenlits par la racine, comme on dit au Québec. Et voilà, c'est la réalité qui a changé. Et moi, je vois un certain lien avec le changement de structure et les réformes actuelles et la nouvelle ère dans laquelle Berne est plongé. Moi, je vois un lien avec tout ça depuis le début. Attention, avec les réformes, il y a les présidents de clubs qui devraient se retrouver jeudi entre eux, entre présidents, par directeur. Et ça va peut-être un peu. L'idée, ce serait de freiner un peu le mouvement. Ils ont un peu peur. À Berne, il y a 3 gros sponsors qui ont dit écoutez, si vous partez comme ça, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Ça va passer que par là. Hein. Les réformes, les fans peuvent écrire tant qu'ils veulent, le petit peuple peut écrire tant qu'il veut. C'est pas négatif ce que je dis. Là, ceux qui n'apportent pas tant d'argent, sinon que leurs 300 balles de quotidien annuel, etc., ça va passer par les gros joueurs, les donateurs à Bienne, les gros sponsors à Berne. C'est eux qui vont dire, comme l'IHF avec les championnats du monde. Ça va être le nerf de la guerre. Ça va se passer là. Et tu as raison, Jean-Philippe. Et pourtant, une ligue en santé, c'est une ligue avec la parité. C'est une ligue où toutes les équipes peuvent gagner. Puis ça, c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour nous, et c'est bon pour les spectateurs. Et ça, c'est pas le cas en Suisse. Non, mais si on réussit à se diriger par là, tant mieux. Ouais. Et voilà, ça sera le mot de la fin, les sages paroles de Jonathan Fillon. Merci. Tu voulais pas faire. C'était pas toi qui voulais faire plus court aujourd'hui, David, ou bien? Toujours comme ça, mais quand quand on a des bonnes discussions, c'est toujours assez intéressant. Merci aussi à tous les abonnés qui ont posé leurs questions. Vous pouvez nous réécouter en replay au terme de cet épisode. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Et puis, il ne reste qu'à vous souhaiter la meilleure des semaines. Vous avez les bases, en tout cas, pour avoir des discussions animées sur vos réseaux sociaux et sur WhatsApp pour les nombreux matchs qu'il y a au menu cette semaine. Merci Steph, merci Jean-Philippe, merci Jonathan, merci à Mickey à la réalisation et passez une toute bonne semaine. Allez, bye bye. Bye bye. Ciao.